et à toutes. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes heureux de vos échanges, surtout que vous avez pris confiance au travers de la conscience, que vous avez pu vous enrichir de vos différences. C'est aussi cela, la confiance. On avait 2 heures imparties pour le débat. Nous avons 1 heure de retard sur son début. Donc, on ne va pas vous lâcher voilà, trop tard. On va peut-être réduire à 1h30, sachant qu'après, on aura une conclusion. Donc, voilà, je fixe une fin. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé vers 23h, 23h15. Si je vois qu'il y en a qui piquent un peu du nez ou qui sont fatigués, on ira un peu plus vite. Vos questions sont très nombreuses. Bah oui, 3 par groupe. J'ai essayé de les garder dans leur formulation pour que vous vous y retrouviez, pour que ce soit le plus fidèle possible à vos demandes. Et je demande en règle du jeu publiquement à nos intervenants de répondre assez rapidement, puisque les questions sont nombreuses, et puis en toute confiance de se passer la parole, puisque le sujet, j'allais dire, va repasser plusieurs fois sous certaines formes. Sachez que le comment a occupé énormément de place dans vos questions. Alors bien sûr, il y a le quoi, en bonne question de journaliste, quoi, comment, quand, où, pourquoi. Le pourquoi, voilà, n'a pas tellement trouvé preneur, mais par contre, oui, bien sûr, le comment. Et puis aussi le quoi, donc on démarrera un peu par le quoi, et puis on prendra plus de temps pour le comment, et puis également le quand, c'est-à-dire ouvrir et terminer ce débat sur une perspective. Mais alors, avant de l'entamer, je sais que vous avez tous échangé autour d'expériences heureuses et réussies. Et à mon tour, je voulais vous en raconter une, heureuse également, alors à laquelle je n'ai pas participé, ou alors c'était dans mes vies antérieures, parce qu'elle s'est déroulée au XIe siècle. Et si je vous raconte cette histoire ce soir, c'est qu'elle nous vient de l'Association internationale des optimistes sans frontières, relayée par nos voisins belges. En un seul moment, au XIe siècle et au début du XIIe, en un seul lieu, l'Andalousie, les 3 monothéismes choisirent de se respecter, de s'admirer, de se nourrir les uns des autres. Science et religion faisaient bon ménage. On entendait parler toutes les langues, de l'arabe au berbère, du romance à l'hébreu. Certains de ceux qui venaient du Nord continuaient même à se disputer en français, en flamand ou en génois. Cordoue fut il y a un millénaire le point de confluence de toutes les intelligences, le lieu de rencontre de toutes les langues, de toutes les couleurs de peau, de tous les courants de pensée, le refuge de ceux qui fuient l'obscurantisme. La Cordoue du XIe siècle nous rappelle que nous avons dans l'histoire une expérience réussie de confiance, un État où chaque citoyen est enrichi de la différence de l'autre. Alors justement, s'enrichir de la différence de l'autre, c'est aussi cela, le défi qui nous attend aujourd'hui dans les entreprises au XXIe siècle, 10 siècles après Cordoue. Et avec nous ce soir pour parler de confiance au travail, penseurs, chercheurs et acteurs de l'optimisme et de la confiance. Alors je vais chacun vous les présenter, honneur aux femmes. Ce n'est pas, comme disait Laurence, qui me dit « je suis la seule représentante féminine, donc est-ce que je suis l'alibi féminin ?» m'a-t-elle dit, voilà. Donc je la rassurais en lui disant qu'on était au moins 2, donc ça fait groupe, je crois, 2. Alors Laurence Baranski, coach de dirigeants et conseiller en pilotage de la transformation. Parallèlement à ses interventions au sein d'entreprises et d'institutions, elle s'implique dans des dynamiques citoyennes. Elle a expérimenté différentes approches en développement personnel et se forme régulièrement à leurs pratiques. Elle est co-auteure de l'urgence de la métamorphose, édité chez Des idées des hommes. Et puis elle est surtout, et j'insiste, auteure d'un livre qui s'appelle Le manager éclairé chez Erol et que je vous recommande vivement. Voilà, que j'ai vraiment parcouru parce que c'est une somme. Donc, mais vraiment, voilà, vous tous qui exercez des métiers dans ces domaines-là, je vous le recommande. Et elle défend, Laurence, l'idée selon laquelle le changement collectif ne pourra faire l'économie de notre changement individuel. Et puis aussi, je précise qu'elle est très investie également dans la citoyenneté et dans le fait de porter aussi ses idées au sein de la cité.
Alors, Jacques Lecomte, docteur à ma gauche, donc, docteur en psychologie et président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive, auteur de La bonté humaine chez Odile Jacob. Évidemment aussi, je vous le recommande. Enfin, je vais vous recommander tous les livres qui ont été écrits ce soir, ça va être facile. Il n'y a plus qu'à faire votre petite list book. Son travail s'appuie sur les recherches contemporaines qui montrent combien des valeurs et des attitudes telles que la confiance en autrui, la coopération, le respect, l'empathie, la fraternité ont du sens non seulement dans les relations interpersonnelles, mais également au niveau social et politique. Juste après, alors, puisque j'avais commencé par Laurence, Emmanuel Jaffelin, agrégé de philosophie, professeur de philosophie au lycée Lacanal de Sceaux, auteur de Éloge de la gentillesse et de Petite philosophie de l'entreprise, édité chez François Bourin. Sachez que ces 2 livres ressortent en livre de poche, là, très bientôt. Donc, aucune excuse pour ne pas vous les procurer. Et puis, il sort aussi en mars un livre sur la gentillesse en entreprise et propose d'ouvrir les hommes du XXIe siècle à une sociabilité nouvelle en posant un regard sur l'entreprise qui n'est, et je le cite, ni un simple constat ni un réquisitoire, mais une fenêtre ouverte sur l'entreprise elle-même et sur sa double finalité de produire de la richesse, mais aussi du bien-être. Vincent Dormieux, altiste, concertiste, membre de plusieurs ensembles symphoniques et d'orchestres de chambre. Vincent Dormieux collabore à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Opéra National de Paris, et j'en passe. Il enseigne dans le cadre d'EMOS, enseignement orchestral et social dispensé par la Cité de la Musique à Paris. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir parce que sachez qu'il est en pleine préparation et répétition des Victoires de la musique moderne qui auront lieu vendredi soir au Zénith avec les solistes français. Il est aussi directeur artistique de l'ensemble Phileas, un ensemble de musique de chambre, et ce dont Mathilde dit, il est le plus fier, et il va nous dire l'importance de la confiance dans l'interprétation et la co-responsabilité qui lie tous les musiciens. Et puis, pour terminer, voilà notre magnifique brochette d'experts, presque les grosses têtes de la nuit de l'optimisme, non, parce qu'on n'est pas là pour rigoler quand même. 2 acteurs du monde de l'entreprise, Nicolas Pelletier, PDG et fondateur en 99 de la société Anatole, un des leaders européens du Telecom Expense Management. Nicolas Pelletier a décidé d'entamer une transformation en profondeur de son entreprise, où la quête de sens et la recherche d'un accomplissement pour chacun des salariés sont devenus des priorités. Il a lui-même... il nous en parlera, fait un long chemin avec lui et ensuite accompagné son entreprise. Et puis un chemin où l'interprétation financière a repris sa place de simple outil de mesure des résultats. Il va partager avec nous son expérience et nous dire quel rôle il donne à la confiance dans ces transformations. Et puis enfin, alors certains qui peut-être connaissaient le visage de notre dernier intervenant sont étonnés parce que vous attendiez Alexandre Gérard, le président du groupe Innovon. Eh bien, témoignage de la confiance qui règne dans son entreprise dite Libérée. Nous accueillons ce soir Jérôme Fleury, l'un de ses salariés et capitaine de région chez Chronoflex, donc société du groupe Innovon, je précise, spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques. Alors, je vous donne quand même un petit peu le paysage, parce que je sais que certains d'entre vous qui sont assez éveillés sur tous ces sujets savent de quoi il s'agit quand on parle du mouvement des entreprises libérées, mais voilà, tout le monde ne connaît pas forcément, et c'est important qu'on le partage à plusieurs. Et donc, ce mouvement des entreprises libérées qu'a rejoint donc Alexandre Gérard après la crise en fait de 2009, il avait été assez ébranlé par des licenciements qu'il avait dû faire dans son entreprise. Il a décidé de réinventer les modes de fonctionnement de sa société et puis il a croisé le chemin d'un homme qui s'appelle Jean-François Zobrist, l'ancien patron de Favi, qui est engagé dans le mouvement, ce fameux mouvement de l'entreprise libérée. Alors ces patrons que l'on désigne sous ce vocable également de libérateurs dirigent alors donc Chronoflex à Nantes, Poult à Montauban, Lippi à Moutier, sur Bohème en Poitou-Charentes. Il y a également Usocom à Agneau, il y a Mecabor à Pouzauges. Et toutes ces entreprises considèrent leurs salariés comme des adultes responsables et non comme de bons petits soldats, à l'instar de leurs modèles qui sont des géants mondiaux comme Harley Davidson,
Edison, Sun Hydraulics ou encore W.L. Gore et Southwest Airlines. Vous pouvez vous en référer sur ce sujet à l'excellent livre d'Isaac Getz, qui a écrit sur Liberté et compagnie, quand la liberté et la confiance dans les salariés fait la performance de l'entreprise. Et donc, ces entreprises libérées, la plupart ont gommé tous leurs signes extérieurs de pouvoir. Ils laissent leurs collaborateurs organiser leur temps de travail. Et Jérôme va nous en parler de la façon la plus judicieuse en fonction de l'activité. Et donc, la liberté, la responsabilité de ces salariés sont devenus le fondement de ces organisations. Et Jérôme Fleury nous dira comment la confiance n'est pas une valeur décrétée, mais se crée dans l'organisation et avec le temps. Et puis, ça rejoint, vous allez le voir, je sais, un grand nombre de vos questions, puisque dans le comment, beaucoup d'entre vous se sont demandé comment on fait. Et comment on fait, justement, on va pouvoir l'explorer ce soir. Alors, ce que je vous disais en introduction, on va démarrer d'abord par le quoi. Comme ça, on va planter un peu le décor. Alors, le quoi de la confiance. Et puis, je vais démarrer par nos experts, nos chercheurs, nos têtes pensantes. Et la première question qui a émergé de vos travaux, c'est inné ou acquis la confiance, point d'interrogation. Alors, Jacques Lecomte et Laurence Vitton, naturellement, le micro. Elle a trouvé tout de suite interlocuteur. Inné ou acquis la confiance, Jacques? Écoutez, alors d'abord c'est en direct, parce qu'on n'a pas vu les questions avant. Je précise quand même. C'est vrai, ils n'ont rien vu et ils me font confiance. Voilà, c'est le principe de la confiance. Du coup, moi je pense que, comment dire, en fait, à mon avis le débat c'est pas tellement de savoir si c'est inné ou acquis, mais je crois qu'il y a chez certaines personnes, liées à mon avis plutôt à leur histoire d'enfance et tout ça, qui font plutôt spontanément confiance aux autres. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est de l'acquis lié à des structures familiales et tout ça. Mais après, il y a des gens qui, à l'âge adulte, ne font pas forcément confiance. Et là, il me semble que quelque chose, et là c'est vraiment de l'ordre de l'acquis, qui est un facteur essentiel d'acquisition de la confiance, je crois que c'est l'inspiration qu'on peut trouver en observant d'autres faire confiance. Et c'est particulièrement vrai dans le monde de l'entreprise. On vient de parler des entreprises libérées, c'est que c'est tout un mouvement qui est en train de se diffuser, tout simplement que des gens vont voir comment fonctionne une entreprise et du coup ils le mettent en place dans leur propre entreprise. Je crois que être inspiré par le comportement positif des autres, c'est un des principaux facteurs d'acquisition de la confiance. Merci Jacques. Alors j'ai envie de demander à Emmanuel Jafflin aussi, notre philosophe, inné ou acquis la confiance. Emmanuel, vous avez un micro sinon là-bas. Voilà, on va garder. Fais-moi confiance, Jacques, donne-moi ton micro. Oui, l'inné et l'acquis, c'est une vraie... Moi, j'ai juste une expérience à vous faire partager. J'ai été nommé par le Quai d'Orsay un jour en Angola, qui est le pays qui a traversé la plus longue guerre civile du XXe siècle, puisque c'est 27 ans de guerre civile. Dans un pays où il n'y a plus de routes, où il n'y a quasiment plus d'écoles, où il n'y a aucune boutique, la confiance a foutu le camp. Et donc, évidemment, on s'en rend compte quand on arrive, parce que j'avais un garde du corps, j'avais une arme sur moi, un Star, pistolet espagnol que je ne savais pas trop faire marcher, mais je l'avais, ça me rassurait. Et en fait, je ne me rendais pas tellement compte sur place, parce que j'étais méfiant de ma méfiance. C'est quand je rentrais en France, au bout de 3 jours, ma femme me disait « Mais arrête de te retourner, on est à Paris ». C'est-à-dire qu'on est dans une société de confiance. Donc je dirais ni inné ni acquis. C'est un milieu dans lequel on baigne, où on a des appuis, et où on les prolonge, où on voit bien en ce moment les discussions dans la société française qui traquent le manque de confiance de la société et qui essayent de le renforcer. On est dans une société de confiance. On peut faire monter le niveau de confiance. Mais on n'est pas dans une société où on craint. Les États-Unis, ils sont armés, c'est dans la Constitution, c'est une société de méfiance. Nous, on est vraiment dans une société de confiance. Et c'est une vraie expérience. Et je pense qu'on n'aurait pas le même débat si on était à Washington, D.C., si on était à Luanda, et aujourd'hui à la cité universitaire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que qui dit confiance dit sécurité, dit sentiment de sécurité pour avoir confiance? Est-ce que c'est des incontournables ou indispensables du sentiment de confiance? Les deux, mon capitaine, parce qu'il n'y a pas de confiance. C'est un sentiment avant tout, la confiance. C'est ce qui fait que
on arrête de se méfier et de regarder autour de soi. Donc forcément, si on est dans une structure qui fait naître ce sentiment, il s'épanouira. Mais il y a des gens qui sont paranoïaques et qui, même dans une société sûre, seront méfiants, et d'autres qui sont tellement remplis de leur confiance que même dans une société insécurisante, auront confiance en eux-mêmes et de leur capacité à se tirer du mauvais pas. Elle est là, la différence de l'inné et de l'acquis. Elle porte sur des individus, mais je veux dire que sur des groupes et sur des sociétés, c'est le mélange des deux. Merci. Laurence Baranski, sécurité, un des ingrédients de la confiance également? Certainement. Certainement. Mais pour réagir, oui, se sentir en sécurité. Tu ne l'as pas dit, Jacques, mais la confiance, c'est aussi lié à son histoire personnelle. Alors, ça tombe très bien. Et lié à la sécurité. Juste, je réponds, je rebondis sur la sécurité. Et la sécurité interne qu'on ressent. Donc voilà, il y a des personnes qui vont faire confiance, mais parce qu'elles se sentent en sécurité, elles se font confiance, et d'autres non. Et indépendamment de l'environnement. Enfin, il y a une. Mais vous l'avez dit, Sophie. Alors, mon truc, c'est transformation personnelle, transformation sociale. C'est très très lié. Nous générons aussi notre propre confiance. Donc vous voulez dire que la confiance en l'autre passe par la confiance en soi? Parce qu'une des questions des groupes, c'était quelle est la nuance, et je vous destinais cette question, entre confiance et estime de soi? Alors pour l'estime de soi, je repasserai peut-être le micro à Jacques. Oui, enfin, pour créer de la confiance, il faut être en confiance. Donc, bien sûr, il faut se faire confiance. Il y a pour moi une évidence dans ce rapport-là. Ce que je vois beaucoup, très concrètement, dans les entreprises où je travaille, mais aussi dans les espaces de la société civile et dans les collectifs que j'aime beaucoup, qui sont très créatifs, très dynamiques, où il y a beaucoup de confiance. Et je rattache à confiance le mot fraternité, qui pour moi est très lié. Comment j'ai commencé ma phrase? Que vous liez confiance et fraternité, qui est très lié. Oui. Vous voyez ça dans les collectifs. Mais estime de soi, tu es mon frère. Nuance, la question, c'est une nuance entre confiance et estime de soi. Oui, mais parce que l'estime de soi ne m'inspire pas. Voilà. Mais voilà. Exactement. Mais vous avez trouvé le point. La confiance, oui. Et voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé le fil. Ce dont je m'aperçois, c'est que très vite, et que ce soit des collectifs dans lesquels on se fait confiance ou pas, très très vite, ce qu'il va y avoir dans les rapports humains, c'est avant de voir apparaître de la méfiance, on va voir apparaître des projections les uns sur les autres. Et ce qui va venir polluer le climat qui pourrait être un climat sain, en bonne santé, de bonne entente, de plaisir et de confiance, ça va être les projections que l'on projette les uns sur les autres, sur la relation. Et de ces projections vont naître de la méfiance. Je vous donne juste un exemple. Dans la société civile, on s'entend très très bien, fraternité, on crée ensemble, et puis en plus l'espace est grand de création. Et quelqu'un va prononcer le mot politique, et hop, il va y avoir de la méfiance. Et c'est à partir de mots comme ça prononcés que ça va cristalliser des choses, et il va y avoir un repli. Ce que je veux dire par là, c'est que les mécanismes de confiance et de défiance prennent beaucoup naissance dans nos psychologies personnelles. Alors, Jacques Lecomte, psychologue. Oui, alors, encore une fois, ça dépend du sens du mot confiance. C'est confiance en soi-même, confiance en autrui. Donc, confiance en soi, estime de soi, bon, on pourrait discuter, il y a peut-être des distinctions, mais ce qui me semble important, surtout, je pense que c'est à peu près équivalent avec quelques distinctions, mais surtout, estime de soi et confiance en l'autre, ça me semble important parce que lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, inévitablement, on se met en situation de vulnérabilité. Parce qu'on fait un pari, on ne sait pas si cette confiance va être respectée ou elle va être trahie. Et donc, cette vulnérabilité, on ne peut faire le pari de la confiance, de se mettre en vulnérabilité, je pense que si on a déjà une forte estime de soi. C'est déjà, me semble-t-il, effectivement un préalable. Mais il y a quand même un côté spirale vertueuse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais confiance en l'autre, que cette confiance va être respectée, ça va augmenter mon estime de soi et ma confiance en moi-même. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre, il faut vraiment considérer ça comme une spirale vertueuse. Vincent Dormieux, vous qui donc officiez dans des orchestres où la confiance est essentielle en musique, vous faites ce lien entre, justement, que vient de faire Jacques, entre confiance en soi, confiance en l'autre, et puis ce soupçon de vulnérabilité inhérent à cette histoire de confiance.
La première chose, quand on est en orchestre ou en musique de chambre, c'est d'abord d'avoir une confiance mutuelle envers un chef ou envers ses propres collègues. Et avant d'avoir la moindre peur d'une fausse note, d'une nuance ratée ou autre, déjà il y a un travail personnel qui va être assez conséquent pour pouvoir avoir cette co-responsabilité et avoir cette confiance mutuelle l'un envers l'autre, envers un chef évidemment. Et je pense que ça prend énormément de temps aussi avant de trouver le bon chef, les bons collègues, pour pouvoir être absolument sûr de ce qu'on va faire et se remémorer, parce que tout l'apprentissage musical, particulièrement en France, est assez élitiste et basé sur des concours, des examens qui sont assez réducteurs. Et je pense moi, je sais qu'il m'a fallu beaucoup d'années avant de pouvoir me rappeler qu'il fallait avant toute chose que je fasse confiance en la musique, tout simplement. Et envers tout ce que le musicien, le compositeur, par exemple, a écrit, et essayer de retransmettre le plus fidèlement possible le son, la musique, demande énormément de temps et d'exigence. Et il m'a fallu énormément de temps aussi pour ensuite trouver les bons collègues aussi, avec qui je serais absolument sûr de pouvoir partager ça. Et ça, je pense que c'est essentiel, d'avoir des collègues envers qui la bienveillance sera réciproque et avec qui on sait qu'on va pouvoir se projeter longtemps pour retransmettre le plus fidèlement possible une œuvre de Debussy, Ravel ou autre. Et ça, je pense que c'est essentiel, d'avoir une confiance mutuelle. Et je ne pense pas effectivement que ce soit inné. Je pense que ça se travaille énormément. Donc ça prend du temps, ça s'acquiert, oui, je pense, la confiance. Nicolas Pelletier, justement, dans le travail que vous avez fait sur vous-même et puis après avec et sur votre organisation avec vos salariés, vous faites ce lien aussi que faisait Jacques, justement, entre ce retour sur vous-même et cette vulnérabilité qu'on lâche pour faire confiance dans l'autre. C'est également le cas dans le monde du travail et de l'entreprise. Ça l'est, et c'est une question assez centrale. Enfin, j'aime beaucoup le sujet de la confiance et de la sécurité ou de la vulnérabilité. Et pour moi, le sujet concret dans l'entreprise, c'est la culture ou l'acceptation de l'échec. Et c'est quelque chose qui, en France, qui est culturellement très difficile à accepter. Et quand on n'accepte pas l'échec, on n'accepte pas la prise de risque. Et dans la confiance, il y a, pour moi, de façon indéniablement liée, une notion de prise de risque. Je te fais confiance. C'est toi qui... Enfin, je prends un risque forcément en faisant ça. Et dans les entreprises, dans le fonctionnement classique dans l'entreprise aujourd'hui, qui est drivé par des critères de performance financière absolue, dans la performance financière, on va éviter tout risque, puisque ça aboutit rationnellement à une baisse potentielle des profits. Et alors une chose qu'on essaie de faire dans l'entreprise, c'est vraiment de reconnaître l'échec et d'accepter l'échec comme on accepte une réussite. L'important, c'est d'essayer et de le faire au mieux. Et quand on accepte l'échec, culturellement dans l'entreprise, la confiance est beaucoup plus facile parce qu'elle est moins drivée par ce critère. Donc il y a un aspect culturel profond et de rapport à l'échec qui est à vivre pour moi comme une expérience plutôt que comme un critère de performance, et ça change les choses dans l'entreprise. Et d'ailleurs, sur ce sujet, on connaît bien la différence culturelle qu'il y a entre la culture américaine, où l'échec est une expérience, et d'ailleurs aux US, il y a des fonds d'investissement qui ne parient pas sur des entrepreneurs qui n'ont pas connu un échec. Voilà, en France, quand vous êtes gérant et que vous faites une faute de gestion, vous pouvez être interdit de gestion, et donc on voit bien qu'on est sur une culture très différente. Donc cette notion d'échec, vous dites, c'est une des conditions de la confiance. Qu'est-ce que vous donneriez d'autre comme condition pour que s'établisse la confiance en entreprise? C'est quoi les conditions de la confiance en entreprise? Il y en a probablement un paquet, et puis je ne suis pas sûr d'avoir une liste, mais on parlait tout à l'heure de bienveillance et de gentillesse, et c'est aussi un aspect pour moi assez fondamental. Ces notions qui ont complètement disparu
dans la logique capitaliste ultime qu'on a. D'ailleurs, quand tu parles aujourd'hui de gentillesse dans une entreprise, c'est la moitié, il y a les 3/4 des assemblées qui font waouh. Et en fait, c'est fondamental et c'est un des socles, je pense, assez clés en fait, de la confiance. Alors justement, sur ces conditions de la confiance, Emmanuel Jaffelin, puis après Jacques Lecomte. Emmanuel Jaffelin, sur ces conditions, et puis je vous voyais effectivement vouloir rebondir oui, je vais sur cette... sujet. Il marche ce truc? Oui, oui, ça marche ce truc. Les musiciens qui étaient là, ils sont partis ou ils sont encore là? Ils sont partis. Donc je peux dire tout le mal que je veux. Non, en fait, j'ai adoré, parce que vous avez remarqué qu'ils sont un modèle de confiance. D'abord, ils se mettent dans le rythme. Il y a oui, il y a des non, mais je vois qu'on s'active. Oui, et... c'est bon. Et en fait, au bout d'un moment, elle a piqué sa gueulante, tout le monde a rappliqué. Elle nous a donné le b.a.-ba des gestes, on s'est mis à chanter et on a formé un seul corps. Et on voit bien que ce qui nous a mis en confiance, c'est la capacité qu'on a eue à former une unité. Et j'imagine qu'entre la musique, où c'est la base, c'est très rare que des gens payent un concert et se tirent au bout de 5 minutes. Dans l'entreprise, c'est plus difficile, mais c'est quand même comme ça que le dirigeant, le manager, doit se penser comme un chef d'orchestre, sauf qu'il intervient de manière moins sensuelle, moins sensible. Kant dit, quand on regarde une œuvre d'art, il dit « elle nous plaît universellement sans concept ». On ne sait pas exactement pourquoi elle nous plaît, mais elle nous plaît tellement qu'on la trouve belle et pas simplement agréable, parce qu'on postule que tout le monde pourrait la trouver belle. Et je crois qu'il y a cette démarche à faire en entreprise qu'on n'a pas fait encore de nos jours, même s'il y en a qui le font spontanément, c'est de se dire, est-ce que mon entreprise peut être la clé d'une harmonie et pas simplement la clé d'une performance économique, même si, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, mais il y a 2 finalités dans l'entreprise. La première qui est la production de richesse, et la deuxième qui est d'être une matrice de sociabilité. Il y a des entrepreneurs qui ne s'occupent que de la première, et il y en a qui ont senti que leur rôle était quand même de produire de la sociabilité, de faire de l'entreprise, finalement, aujourd'hui, peut-être beaucoup plus que la politique, le lieu où se rapprochent les hommes et où se forme une harmonie. Jacques, sur ces ingrédients de la confiance, est-ce que d'ailleurs, quel est je rajouterais une question supplémentaire aux ingrédients, c'est quel est le moteur principal finalement de la confiance? On a évoqué la sécurité, on a évoqué les échecs, on a évoqué la fraternité, on a évoqué déjà pas mal d'ingrédients. Il y aurait un moteur principal qui se dégage? Je vais dire peut-être une chose bizarre. Pour moi, le moteur principal de la confiance, ça serait la confiance. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le moteur principal de la confiance à telle personne, dans telle circonstance, c'est que déjà, on a une certaine confiance en général dans l'être humain et dans la vie. Donc voilà. Maintenant, sur un des facteurs que je voulais dire aussi, c'est quelque chose dont on avait discuté dans le groupe auquel j'appartenais, c'est la transparence. Ça me semble quand même un facteur, j'ai envie de dire, institutionnel important. Je verrai 2 aspects, il y en a peut-être d'autres. D'abord, la transparence, par exemple, dans l'entreprise, au niveau, par exemple, des finances. C'est-à-dire qu'il y a des patrons qui laissent une grande transparence sur le fonctionnement, sur les budgets, les choses comme ça. Vous comprenez qu'à partir du moment où ça s'est mis, en quelque sorte, ouvert aux yeux de tout le monde, eh bien, il y a forcément nécessairement une confiance qui s'établit de la part des salariés vis-à-vis de la direction. Puis une autre forme de transparence, et c'est très lié à la bienveillance, pour moi c'est la transparence sur, et ça rejoint aussi ce que tu as dit sur le droit à l'erreur en quelque sorte, eh bien c'est la transparence sur ce que au sein des entreprises, des organisations, sur ce que je sais faire, sur ce que je peux faire, mais aussi sur ce que je ne sais pas faire et ne peux pas faire. Et quand il y a transparence là-dessus, on voit bien les limites, mais du coup, limite signifie encore une fois vulnérabilité, ce qui nécessite évidemment la bienveillance, parce que si quelqu'un reconnaît qu'il ne sait pas faire cela, c'est une preuve de transparence, d'ouverture, mais il ne s'agit pas après de l'attaquer à la Kalachnikov. Évidemment, il faut accepter le droit à l'erreur et le droit aux limites et la complémentarité, c'est-à-dire le besoin de travailler avec les autres pour arriver à une performance commune.
Alors Jérôme Fleury, justement, quelle est l'illustration dans votre entreprise chez Chronoflex, de ces ingrédients dont parlaient à l'instant à la fois Emmanuel Jaffelin, Jacques Lecomte et puis Nicolas Pelletier, sur ces ingrédients de transparence, de notion d'échec? Je suis tout à fait d'accord avec eux. En fait, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. La libération, c'est quoi? C'est de donner le pouvoir de décision aux hommes du terrain. Donc, les premières décisions qu'on doit prendre en collectif, imaginez-vous que c'est loin d'être évident, puisqu'on va parler de recrutement, on va parler d'opérations commerciales, tout ce qui nous anime chaque jour sur le terrain. Et effectivement, Jacques parlait de vulnérabilité. Et c'est vrai qu'on se met en position de vulnérabilité. Et Nicolas parlait d'erreur. Et je pense qu'on acquiert la confiance par le biais des erreurs qu'on va faire au quotidien. D'ailleurs, notre patron, Alexandre, nous encourage à faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on a une remise en question beaucoup plus rapide dans l'équipe. Et l'erreur, on ne la fait pas seul, on la fait ensemble. Si on a pris une décision, c'est une décision collective. Donc on s'est trompé tous ensemble. Donc l'analyse est de savoir où on s'est trompé. Et effectivement, donc ça permet de pouvoir rebondir sur les prochaines étapes de la libération, quoi. Globalement, c'est un peu ça, quoi. Mais effectivement, je pense on doit passer par les erreurs, se mettre en position de vulnérabilité pour pouvoir avancer dans la confiance. Donc je suis assez d'accord avec nos amis philosophes. Ouais. Et Nicolas Pelletier, pour rebondir sur cette question, à quoi on reconnaît la confiance en entreprise? À quoi on peut se dire ça, c'est une entreprise dans laquelle règne, on dit souvent la confiance règne d'ailleurs, dans l'expression française. Peut-être que ça se voit pas, ça se vit, parce que je sens un blanc. En tout cas, ça se sent. Et, ça se sent. Ouais. Voilà, une des choses qui ont changé progressivement en entreprise, c'est effectivement le degré d'échange d'informations et de transparence et l'état des discussions qu'il y a entre les équipes. Un élément peut-être clé, et qu'on a considérablement réduit, nous, c'est toutes les mesures de KPI dans tous les sens, où on était arrivé à un point où ma directrice des services, elle demandait à chacun de mesurer le temps qu'il passait à mesurer son temps sur les différentes activités. Et, elle n'est pas restée quand on a changé le degré de confiance dans l'entreprise. Ça rebondit un peu à la question acquis ou inné. Mais ça évoque quelque chose. Mais en tout cas, ça parle du vécu, ça parle, comme on dit. Ouais, voilà. Et concrètement, ça, on mesure qu'il y a effectivement beaucoup moins de KPI. On fait confiance, et si c'est pour contrôler derrière, c'est comme si on se comporte comme ça avec les enfants. Ouais. Vous dites que c'est un bon indicateur. Oui, Jacques, vous vouliez ajouter quelque chose sur... Oui, non pas vu de l'intérieur, mais vu de l'extérieur, un critère de confiance. Pour moi, mon prochain livre porte précisément sur la psychologie positive dans les organisations. J'ai enquêté auprès de plusieurs organisations, et ce qui est très typique, c'est quand le patron vous laisse rencontrer n'importe qui sans aucun contrôle de quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un indicateur de grande confiance au sein de l'organisation. Avec la présence donc de Jérôme Fleury ce soir, voilà un grand indicateur de confiance chez Chronoflex, puisqu'on a appris il y a 3 jours que le patron ne pouvait pas venir. Laurence Baranski, à la fois sur ces conditions auxquelles peut s'établir la confiance en entreprise, ces indicateurs, ces ingrédients. Sur les conditions, ça a été dit dans notre sous-groupe quand on travaillait aux tables. Une des premières conditions, on était tous d'accord pour le dire à la table, c'est qu'il faut un dirigeant qui soit authentiquement prêt à créer les conditions de la confiance. C'était vraiment pour nous le prérequis. Et quand on dit dirigeant, c'est pas manager intermédiaire, c'est vraiment au plus haut niveau de l'entreprise. Et vous en êtes un, vous en témoignez, et c'est possible, il y en a, on en rencontre.
c'est pas vrai partout dans toutes nos entreprises françaises et dans toutes nos grandes entreprises françaises, et c'est pas vrai particulièrement en situation de crise où il y a le stress l'emporte, où il peut y avoir des tensions, il va y avoir du repli sur soi. En tout cas, la véritable sincérité, authenticité, on avait dit exemplarité du dirigeant, c'est capital, et ensuite des personnes qui vont bien sûr relayer ce qu'on appelle la création des conditions de la confiance. Des managers et des managers intermédiaires. Ce que je voulais dire, au risque peut-être de casser pas le tableau idyllique qu'on est en train de faire, mais de parler du positif, cette confiance, elle est difficile à créer quand on est dans des climats où il n'y a pas de confiance, où il n'y a pas eu de confiance depuis longtemps, où il n'y a pas de transparence. Et c'est véritablement dur. Alors quand le patron ne veut pas, c'est difficile. Ça va être difficile pour un manager intermédiaire, un dirigeant intermédiaire, de créer les conditions de la confiance alors qu'il est lui-même dans une ligne hiérarchique, dans un environnement qui ne s'y prête pas. Et à la confiance, je crois que dans ces cas-là, il faut ajouter le mot de courage, d'authenticité et de courage. Il va lui falloir du courage. Alors, on va parler juste après du comment. Oui, mais je retiens bien ce que vous dites. Et on reviendra bien sûr sur ce sujet du comment. Comment fait-on et quels sont... Mais alors, pendant justement, puisque vous disiez à un moment donné, pardon de parler du négatif, il y a quand même une question qui est beaucoup revenue dans le travail des groupes. C'est quelles sont les limites? Y a-t-il des limites à la confiance? Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut vraiment instaurer un lien de confiance avec tout le monde? Voilà. Où sont les limites? Je garde le micro juste pour vous donner un exemple. J'accompagne et vous accompagnez des dirigeants, des managers, des équipes vous-même dans la salle. Enfin, c'est l'activité de plusieurs d'entre vous. J'accompagne un dirigeant qui a une équipe de 15 personnes. Et c'est quelqu'un qui est réellement authentique, qui a une vraie vision et qui a un vrai souci de l'humain. Réel. Et quand je suis avec son équipe, tous ses collaborateurs me disent mais on ne sait pas si on peut lui faire confiance, on ne lui fait pas confiance, et il y a un véritable écart entre sa véritable intention réelle, je le connais et c'est incontestable, et ce que perçoivent les collaborateurs. Le manque de confiance dans cette équipe les rend moins efficaces, réellement moins efficaces. Donc c'est important pour eux de créer la confiance. Mais c'est difficile à faire. D'où vient le problème ? Il vient de deux niveaux, je crois, et c'est là les limites de la confiance. Un, ce dirigeant, qui est un véritable visionnaire, est assez particulier, et il ne témoigne pas dans sa relation et dans sa pratique au quotidien qu'effectivement, il y a des raisons d'être en confiance et de lui faire confiance. Vous voulez dire qu'il oublie de le communiquer? Non, il ne sait pas, il vit dans son monde. Il vit dans son monde. Et son monde est très complexe, soumis à de grandes contradictions, de gros enjeux, donc je le comprends de vivre dans son monde. Enfin, il faut qu'il tienne le vaisseau, quoi. Il suffit qu'en disant confiance, il pense qu'en disant confiance, ça va suffire. Et non, ça ne suffit pas. D'un autre côté, il a des personnes qui ont évolué dans des environnements où il n'y avait pas tellement de confiance et qui n'ont pas, alors est-ce que c'est inné ou acquis, ça s'apprend aussi la confiance, et qui n'ont pas appris à être en confiance. Du coup, qui manquent de maturité par rapport à la confiance. Donc on a d'un côté quelqu'un qui veut développer la confiance, mais il part trop loin, et les autres qui ne sont pas prêts à être acteurs de cette création de confiance. Et voilà des limites. Alors, je ne sais pas si c'est sociologique, psychologique, culturel, managérial, mais elles sont là. Et alors, je vous donne cet exemple. Je le vois. Enfin, c'est pas le seul. J'en rencontre pas mal Je crois qu'au-delà de la confiance et au-delà des mots, on a parfois, dans certains environnements, du mal à construire simplement, à parler simplement, à vivre cette transparence et cette co-construction avec simplicité. On ne sait pas trop, parfois, faire ça. Oui, Jacques, vous vouliez rebondir sur les propos de Laurence. Oui, il y a des situations où, par exemple, les managers ont le sentiment qu'ils n'auraient pas dû faire confiance, donc limite à accorder à la confiance. Par exemple, un manager, voit un collaborateur, il lui dit voilà, il faudra faire ça. Et puis 6 mois après, il se retrouve et en fait, ça n'a pas été fait ou ça n'a pas été fait correctement et tout ça. Mais enfin, quand même, je vous ai fait confiance.
Et là, je pense qu'il faut faire attention parce que la confiance, ça nous renvoie à deux formes de confiance. Et il y a une ambiguïté dans la confiance qui est accordée dans ce cas-là. D'abord, la confiance, et c'est pas seulement dans les entreprises, dans la vie en général, ça renvoie d'une part à la confiance en la compétence de la personne, en ses capacités à faire telle ou telle action, et c'est la confiance dans l'honnêteté de la personne. Quand le manager dit « je vous fais confiance », de quelle confiance parle-t-il ? Or, s'il fait confiance sur l'honnêteté, très bien, mais sur la compétence, il faut s'assurer que la personne, elle a les compétences pour faire l'action. Sinon, elle va mal le faire et après, on va mettre un doute sur son honnêteté en disant « je vous ai fait confiance ». Sous-entendu, vous n'êtes pas très honnête et vous ne l'avez pas fait. Et donc, je pense que la confiance par rapport à la compétence, elle doit, s'assurer que la personne elle a les compétences, et si elle ne les a pas, être là en accompagnement, en soutien, à faciliter des formations, que sais-je encore, pour que la personne acquiert cette compétence. Donc pour moi, la confiance en l'honnêteté doit s'accompagner en accompagnement à la confiance en la compétence. Est-ce que, Vincent Dormieux, ce que vient de dire Jacques Lecomte, c'est-à-dire confiance dans la compétence en honnêteté, c'est ce que vous vivez, j'imagine, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça peut nous arriver. Ça marche, oui. Est-ce qu'il y a finalement des limites dans un orchestre ? Oui, ça marche. Alors, je vais d'abord faire confiance au micro. Oui. Ouais. Oui, alors nous, ça nous arrive très souvent d'avoir un chef invité ou un chef en qui on sent tout de suite que ça va pas le faire, que le chef n'est pas sûr de lui ou qu'il ne possède pas suffisamment l'œuvre. Et là, dans ces cas-là, c'est très agréable. Je suis parti d'un orchestre dont je tairai le nom, où on a vraiment une vraie solidarité entre musiciens, et donc là je pense que ça peut faire référence au milieu de l'entreprise ou autre, et où donc il peut nous arriver d'avoir un dirigeant en qui on n'a pas confiance réellement, parce qu'on sent que lui n'a pas confiance en ses musiciens, et durant on va sentir pendant toutes les répétitions qu'il va nous demander de faire 20 fois la même chose, mais en fait c'est uniquement pour lui, tout simplement pour se rassurer sur un départ, un geste, une nuance. Et ce qui est très agréable, c'est que au moment du concert, on sait qu'on va pouvoir se faire confiance tous ensemble avec l'orchestre. Et il y a juste le premier violon en qui on a une confiance absolue. Et ça, c'est comme un peu Louis XIV, c'est la confiance absolue. Et durant tout ce concert, le chef pourra faire ce qu'il voudra. Le concert commence et c'est nous qui sommes possesseur donc du son, de la musique, et on va tout faire. Par exemple, si c'est une œuvre en fa majeur, on se donne le mot et on va faire des gammes, des tierces, des sixtes en fa majeur pour essayer de jouer le plus juste possible. Et la justesse, je pense que c'est la justesse des mots, la justesse du son, la justesse de l'œuvre est très importante. C'est un ingrédient. Et c'est un ingrédient très, très fort. Et donc, au moment du concert, le patron, c'est l'orchestre. Voilà. Vous avez l'air d'évoquer aussi un autre ingrédient en creux dans votre propos que j'entends, qui est une forme de règle du jeu partagée par le collectif mais pas imposée. Et quand vous parlez de ce premier violon qui est finalement le gardien du temple, celui qui finalement est le gardien de la règle, comme dans un peloton cycliste ou dans d'autres disciplines, vous avez donc une règle du jeu que vous partagez entre vous et dictée entre vous. Et ça crée de la confiance. Non ? Oui, ça crée une forte émulation. Mais je pense que la vraie confiance qu'on apporte, nous, dans notre métier, avant tout, alors d'abord, c'est le travail technique et la confiance de soi-même, de l'estime de soi. Et je ne sais pas si c'est Jacques qui parlait de projection. Et nous, on projette un son et on reprojette une création musicale. Et un quatuor de La jeune fille et la mort de Schubert ou autre, on va essayer avant toute chose, on va d'abord faire confiance à celui qui a écrit la musique, et donc Schubert ou Ravel ou qui vous voulez. Et notre propre confiance va faire écho à ce qu'a écrit d'abord le compositeur. Et ensuite, si tous les ingrédients sont réunis, c'est-à-dire qu'il y a un chef qui va arriver et qui va respecter, il y a une forme de respect aussi, qui va respecter le vrai tempo, la vraie nuance, les vraies indications métronomiques de l'œuvre. Là, dans ce cas-là, on peut vraiment raconter à nouveau une histoire.
Et donc le public pourra faire confiance en ce qu'il entend, et c'est cette notion de plaisir aussi qui va revenir une fois de plus. Et lorsque tous ces ingrédients sont là, lorsque la confiance peut être du plus haut sommet, donc du chef jusqu'au musicien et à l'œuvre écrite, là tout est retransmis. Et c'est cette retransmission qui est absolument fabuleuse. Et vous venez de citer la notion de plaisir. C'était une des questions d'ailleurs qui émanait des groupes. C'était quel lien entre confiance et plaisir et de quelle façon l'une génère l'autre. Et c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Qu'il y a un lien très fort finalement entre la confiance génère le plaisir et vice-versa. Oui, et d'ailleurs en général le public ne s'y trompe pas. Si un concert sonne juste, si tout est retransmis, si par exemple dans un pupitre de 24 violons, 15 altos, s'il y en a un qui joue un peu trop fort et auquel on ne peut pas faire confiance, mais c'est foutu, quoi. Et c'est extrêmement hiérarchisé, mais et là effectivement on peut faire confiance en cette hiérarchie. Si chacun respecte les règles, ça marche. D'accord. Jérôme Fleury, il y a cette notion-là de plaisir dans la confiance que vous vivez chez Chronoflex, de plaisir au travail ou de plaisir au quotidien. Vous faites le lien, vous aussi, entre confiance et plaisir dans votre entreprise Libérée ? Oui, absolument. Disons que on dit toujours qu'on doit gagner la confiance de quelqu'un. Nous, on essaie de la créer. Il parlait de transparence. C'est ok, il parlait de transparence. Et je pense qu'on crée pour refaire le tableau un peu de ce qui a été mis en place chez Chronoflex. Donc, les capitaines de région, comme je suis, on a été élus, cooptés par nos collègues. Donc eux nous donnent leur confiance quand on est élu pour être leur team leader globalement. Je dirais que moi, logiquement, je devrais gagner leur confiance, mais je vais pas essayer de la gagner, je vais la créer. Donc je vais la créer par le biais de la transparence, tout simplement en leur demandant, en essayant de trouver la meilleure solution pour que les collègues se sentent le mieux au travail. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir engendrer les thèmes comme le temps de travail, savoir ce qu'on met en place demain pour qu'on puisse faire plus de visites commerciales, comment on les fait, quel client on va cibler. Enfin voilà, on va plus nous imposer quoi que ce soit. C'est nous qui allons décider par rapport à ce qu'on a besoin sur le terrain, de ce qu'on va mettre en place. Donc effectivement, à partir du moment où on implique tout le monde, et que tout le monde a l'envie. Alors effectivement, le moteur de la confiance, pour moi, je pense que c'est l'envie. S'il n'y a pas d'envie de la part d'une personne, je pense qu'à un moment donné, soit elle n'a plus rien à faire dans la société. Voilà. Je pense que si elle n'a plus l'envie, ou elle n'a pas l'envie, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'elle se pose les bonnes questions. La libération d'entreprise, on n'est pas au pays des bisounours. Le boulot, il faut quand même le faire. On a simplement, je pense, la chance de pouvoir le faire comme on l'entend. Et je pense qu'à un moment donné, si on est transparent, qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, que tout le monde ait son mot à dire plutôt, et qu'après on puisse prendre une décision collective, toujours à l'unanimité, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut se sentir que bien au travail. C'est mon avis. Oui, vous confirmez finalement et vous répondez à une des autres questions, c'était est-ce que la confiance génère du bien-être au travail et inversement, et donc vous y répondez de cette façon, et justement on va passer au comment. Avant de passer à cette seconde partie du débat, Emmanuel Jaffelin, vous vouliez rebondir sur les propos de Vincent Dormieu sur... non, il cherche. je vous vois faire des signes de tête, mais c'était le micro. Justement, je voulais rebondir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, parce que je pense qu'il a indiqué ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme. Oui. C'est-à-dire qu'autrefois, la confiance, elle partait du haut, il fallait la gagner, comme tu disais, il fallait que le bas gagne la confiance du haut. Et quand il est capable de dire que non seulement on a suffisamment confiance en quelqu'un pour accueillir son erreur, mais pour se l'approprier collectivement, on a vraiment changé de paradigme. Je vais vous raconter une histoire que j'ai piquée dans un manuel de management, mais que je cite dans ma petite philosophie de l'entreprise. C'est un pèlerin au XIIe siècle, je reste un peu dans ton Moyen-Âge. Il se balade avec son bâton de pèlerin, puis il voit un ouvrier qui casse des cailloux. Il lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre lui dit « Tu vois, je casse des cailloux. » Le pèlerin reprend sa route. 300 mètres plus loin, il retrouve un homme avec une masse qui casse des pierres. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui dit « Je construis un mur. »
Et il le salue, il poursuit son chemin puisqu'il va vers Jérusalem. Et il envoie un troisième, exalté, et il lui dit qui casse des cailloux. Il lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit moi je construis une cathédrale. Les trois font la même chose, mais pas avec la même intention, pas avec le même optimisme, pas avec la même confiance. Et donc ça marchait au XIIe siècle parce qu'il y avait un projet vertical, théologique, il y avait Dieu, il y avait le casseur de cailloux, et entre les deux il y avait le curé, l'abbé et la cathédrale. Aujourd'hui c'est horizontal. Mais on s'aperçoit que le système vertical a continué et à s'horizontaliser, mais il y a toujours un chef qui décide et qui n'accueille pas. Et quand dans des entreprises comme ça, on accueille l'erreur, forcément, la confiance est le moteur, c'est plus Dieu, mais c'est un vrai moteur, et ça fait de l'entreprise une communauté politique. Moi, je défends la thèse que la politique est un peu morte, et on voit bien les discours qui nous tiennent, et que les communautés sont totalement poreuses les unes aux autres. L'entreprise, ce n'est pas une société offshore qui est indépendante des autres formes de communautés que sont la famille, l'école, le lieu de culte, le club de sport, l'assemblée dans laquelle on délibère, que ce soit la mairie, le département, la région, l'Assemblée nationale, le Sénat ou Bruxelles. Et je pense que l'entreprise fait de plus en plus passer cette énergie qu'elle a, qui est de créer de la confiance et de la sociabilité. Donc ce modèle-là, il est hyper moderne, ils sont hyper minoritaires, mais je pense qu'on va y venir parce que c'est notre salut qui s'y joue. Oui, puis vous illustrez et finalement vous anticipez, répondez à une autre question qui était quel est le rôle du collectif dans la confiance? Et effectivement, rôle même politique, on dirait, de l'entreprise. Jacques, vous vouliez rebondir sur cette notion de confiance et plaisir? Oui, alors quand on pense confiance et plaisir, on pense chez la même personne. Moi, je voudrais montrer aussi le lien qu'il y a entre la confiance, par exemple, du manager et le plaisir de son collaborateur. Vous savez, il y a des tas d'enquêtes qui ont été faites. On demande par exemple à des managers quelles sont leurs motivations dans le travail. Et la plupart des motivations qui apparaissent, c'est des motivations qu'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire le plaisir du travail, le goût du travail bien fait et d'autres choses comme ça. Et quand on demande à ces mêmes personnes quelles sont les motivations principales de leurs collaborateurs, les N-1, N-2, eh bien, ce qui est mis en avant, c'est l'argent, c'est les primes, c'est des choses comme ça. C'est ça qu'ils pensent être les motivations principales de leurs collaborateurs. Mais lorsqu'on interroge les collaborateurs, eux-mêmes disent ce qui les motive principalement, c'est les motivations intrinsèques de type goût du travail bien fait, plaisir au travail. Ça, c'est important. Parce que si je pense que le collaborateur, sa motivation principale, c'est l'argent, c'est d'en faire le moins possible et d'en gagner le plus possible, et que sais-je encore, je n'ai aucune raison de lui faire confiance. Je vais mettre des systèmes de contrôle, de contraintes. En revanche, si je pense que la principale motivation, c'est le plaisir au travail, ce que certains appellent le flux, par exemple le flow, le goût du travail bien fait, eh bien, sachant que la personne a du goût à travailler en soi, eh bien forcément, je serais bien plus amené à avoir tendance à lui faire confiance. Ça paraît logique. Merci Jacques. Alors Laurence Baranski, vous qui avez écrit, j'allais dire presque une Bible, dans presque les modèles aussi d'organisation dans le manager éclairé, justement, quel modèle d'organisation favorise la confiance en soi? Et puis ces notions dont parlait à l'instant Jacques, finalement, cette notion de plaisir au travail. Pour les modèles, alors je ne les connais pas tous très bien, mais très certainement... Non, mais quel est celui qui favorise, le plus la confiance? Alors, ceux que vous mettez en place, et je ne sais pas, mais très certainement favorisent la confiance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouveaux modèles d'organisation qui s'appellent la sociocratie ou l'holacratie, qui sont les nouveaux modèles. Alors, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent, mais l'holacratie se définit comme une organisation qui régule, se définit aussi comme une organisation qui régule les égos de façon à favoriser la coopération et la création collective, qui régule les égos à tous les niveaux de l'organisation. Donc c'est des modes d'organisation en cercle avec des liaisons d'un niveau à un autre. Tout est fait pour, en fait, oui, apaiser les passions et les réactions qui pourraient être source de méfiance, de défiance ou d'émotions négatives qui, en tout cas, vont parasiter les relations. Quel que soit le mode d'organisation, je crois que au-delà de l'organisation, c'est la qualité des relations humaines qui va générer la confiance. C'est avant tout la qualité des relations humaines. On l'a dit, transparence,
J'allais dire confiance, c'est la confiance qui va générer de la confiance. Je reprends ce que tu dis, ce que tu disais, Jacques. Oui. Et juste, alors, tu n'as pas cité cette expérience que tu cites souvent et que j'aime beaucoup sur l'effet Pygmalion, qui montre, je vais le dire mal, hein, mais en 2 mots, qui montre quand un professeur essaie, on peut transposer ça au manager ou au dirigeant, quand le professeur projette sur les élèves, et les élèves le pensent, qu'ils sont bons, ils seront meilleurs que dans la classe où le professeur pense que les élèves sont mauvais, et eux-mêmes, les élèves pensent qu'ils sont mauvais. Et en fait, voilà, la confiance vient aussi de là. Des croyances, c'est de comment on regarde l'autre et ce qu'on croit du potentiel de développement de l'autre. C'est ça, hein, Jacques? Oui. Oui, sauf que pour des raisons éthiques, on n'a pas fait l'expérience avec des croyances négatives. C'est important dans l'étude. Moi, je dis souvent, on crée ce qu'on croit, on crée ce qu'on craint, et surtout, si on veut faire advenir le meilleur chez l'autre, eh bien, c'est en croyant que ce meilleur peut advenir. Vous savez, des fois, on croit qu'on va faire évoluer les gens en les critiquant, en montrant tout ce qu'ils n'ont pas fait de bien, et que c'est la meilleure. Il faut qu'ils comprennent. Eh bien, on sait que c'est exactement l'inverse. Ça produit des réactions de rejet et de défense. Alors qu'en valorisant tout ce qu'ils ont déjà bien fait, là, ça renvoie aussi à un autre courant de recherche qui s'appelle l'appreciative inquiry. Plus on valorise ce qui est déjà bien fait, plus on a tendance à le faciliter à l'avenir. Alors Nicolas Pelletier, comment on s'y prend pour changer de modèle d'entreprise? Comment on passe de l'orientation productivité, bénéfice, ROI vers, j'allais dire, un salarié au cœur ou la confiance au cœur? Déjà, il n'y a pas un bouquin de recettes qui donne la méthodologie. Je mets juste un bémol, j'ouvre une parenthèse, c'est que dans une des fiches que j'ai recueillies, il y avait écrit « On veut la boîte à outils, donnez-nous la boîte à outils ». Alors je crois que vous allez tous les décevoir ce soir. Ben oui et non, parce qu'en fait... Alors, super, allons-y. Après, moi je me suis inspiré d'un certain nombre de choses, et en tout cas, le livre d'Isaac Getz, qui est Liberté et compagnie, dont s'inspire directement Alexandre Gérard chez Innovon, prend un certain nombre d'éléments très structurants dans la démarche. Donc ça, c'est un des premiers outils. Il y a pas mal de choses là-dedans. Ce que je peux vous dire, c'est la façon dont nous, on essaye de le faire. Et juste avec des étapes principales. Vous l'avez pris, voilà. On a d'abord essayé d'établir des piliers communs et de façon collective, des piliers qui sont, qu'on peut appeler mission, vision, valeur. Enfin, je préfère appeler aspiration. Qu'est-ce que vous voulez que la boîte devienne? Rôle. À quoi on sert comme entreprise? C'est quoi notre rôle dans la société? Comment on améliore le monde? Et principes, ce sont quoi les principes de fonctionnement qui nous gouvernent, donc ce qu'on appelle souvent les valeurs. Et donc on a fait un travail collectif là-dessus, où on a clairement défini ces 3 piliers. Et c'était pour moi assez fondamental, parce qu'à partir de là, à partir du moment où on a défini ce cadre, on va pouvoir donner une complète liberté à chacun, puisqu'il sait où on va, comment on y va, quel est le rôle de la société, et il va inscrire son action, enfin on lui fait confiance pour le faire, il va inscrire son action dans ce schéma. Donc une fois qu'on a défini ces éléments clés, on peut laisser une grande confiance, il y a plein d'autres étapes, mais on peut laisser une grande confiance à chacun, puisqu'il sait au moins où on va ensemble. Ça c'est... J'ai envie de dire, c'est le socle. C'est le préalable. C'est le socle de base. Et ensuite, il y a une étape assez fondamentale de retournement de management et de libération. Enfin, c'est ça c'est pour ça que le livre d'Isaac Getz s'appelle Libération en entreprise. Dans la libération, on laisse chacun faire ce qu'il veut. Et donc, nous, on est précisément aujourd'hui à cette étape où chacun définit et formalise son rôle. Voilà ce dont j'ai la responsabilité, et on donne autorité de façon définitive, et ça c'est très fondamental. Définitive, ça veut dire quand c'est facile et quand c'est difficile. On donne autorité sur le domaine qu'il gère, et ça veut dire qu'il décide de ce qu'il veut. Et
le manager ne va pas prendre une décision qu'il est demandé à ses équipes de l'exécuter. Il va faire en sorte que ses équipes soient en mesure de prendre des décisions et derrière de les exécuter. Donc ça soulève plein de questions. Ça veut dire que ça se passe comme ça entre les managers et les équipes. Ça doit se passer comme ça entre moi et les managers. Et puis il y a des corollaires indissociables et très forts de ça, qui sont la transparence que vous avez évoquée tout à l'heure, et transparence et information. C'est-à-dire si on veut que chacun puisse prendre des décisions, il faut qu'il ait toutes les informations nécessaires, financières s'il faut, sociales, stratégie d'entreprise, enfin, donc information et compétences. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de prendre une décision si il n'a pas l'information et les compétences qu'il faut pour traiter cette information et puis ensuite exécuter. Donc ça passe par un accompagnement fort, assez fondamentalement, information et compétences. Alors justement, pour rebondir sur vos propos, Nicolas Pelletier, merci. Jérôme Fleury, vous disiez justement que c'était pas facile, que le jour où finalement votre patron vous avait annoncé son initiative, le début de la démarche, il y avait eu un peu comme un blanc parmi les collaborateurs et les salariés de l'entreprise en vous disant mais c'est quoi, c'est l'anarchie qui nous propose. Absolument. La première chose qu'on s'est dit, c'est ça va être un beau bordel. Et globalement, Nicolas parlait de socles de base qui chez nous sont les valeurs de l'entreprise. Donc on a créé nos valeurs d'entreprise qui sont assez significatives, je dirais, de la libération, qui sont bien pensées, bien trouvées. Je vais vous les citer. On en a une, c'est la performance par le bonheur. Aujourd'hui, Alexandre ne permet pas quelqu'un qui ne soit pas heureux dans sa société. Donc ça, il a voulu absolument qu'on ait cette valeur d'entreprise-là, qu'on soit tous heureux chez lui. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, vous savez que Zobrist, qui est le chef de file de la démarche, oui, disait un DRH, ça sert à rien. Pour moi, RH, ça veut dire rendre heureux. Donc au diable le DRH et tout manager, son job, c'est de RH, rendre heureux. Alors, oui, il avait tout compris. On a aussi équipe responsable et respectueuse, qui veut dire ce que ça veut dire. La libération, la liberté ne doit pas apporter l'anarchie. À un moment donné, oui, c'est vrai qu'on s'est tous posé la question de savoir, quand on s'est dit que ça allait être un beau bordel, donc heureusement qu'on a posé un socle. Ensuite, on a esprit d'ouverture et ouverture d'esprit. Donc c'est effectivement c'est penser différemment, essayer d'aller chercher ce qu'on n'avait pas l'habitude d'aller chercher. Et puis l'ouverture d'esprit, c'est peut-être aussi le fait que j'ai pu accepter l'invitation d'Alexandre ce soir à sa place. J'aurais pu dire non, mais je pense que c'était une belle expérience. C'était compliqué pour vous d'accepter ? C'est compliqué, non, mais je savais, bon, j'avais vu qu'il y avait des philosophes, qu'il y avait un chef d'entreprise. Je me suis dit, je vais me retrouver à côté de Tronche. Je parle comme voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre là-bas, quoi. J'avais pas préparé la soirée. Bon, Alexandre m'appelle. En plus, il m'appelle. On s'appelle jamais avec Alexandre, enfin, ou très peu. Ça arrive une fois dans l'année, peut-être. Et je l'ai pas reconnu, j'ai pas reconnu que c'était lui. Alors j'étais Alexandre, oui Alexandre. Oui. Donc bon, voilà, il me dit t'as eu mon mail? Je dis non, j'ai pas eu le temps de regarder mes mails. Donc il me dit écoute, donc il m'a expliqué vite fait qu'il avait un emploi du temps, enfin il avait eu un problème d'emploi du temps. Il me demandait avec un collègue qui est dans la salle savoir si on voulait assister à la nuit de l'Optimus. Alors j'y étais venu l'année dernière où j'avais passé une belle soirée, c'est vrai. Où je devais être intervenant aussi, mais ça s'était pas fait et je m'en étais pas plus mal porté. Et bon, je me suis dit bon, pour la deuxième fois, j'avais fait connaissance de Christine Carré, puis de Jacques que j'ai rencontré l'année dernière aussi. Et puis non, j'ai été étonné de l'accueil que j'ai eu de Nicolas, enfin de tout le monde. Donc c'est vrai que la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais être capable de pouvoir répondre aux questions. Voilà. Je suis pas un grand conférencier. Bon, je vois que ça se passe plutôt pas trop mal, mais voilà. Donc je vous crois... Merci.
Je crois que ça mérite Donc, les je vous encourage à faire comme moi. Ouais, je crois que ça mérite les applaudissements parce que vous réussissez à faire rire la salle. Qu'est-ce que vous diriez justement, et on en avait un peu parlé en préparant ce débat tous les deux ensemble, qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile ou le plus délicat justement dans cette histoire, on va dire libération, confiance, qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce qui est compliqué finalement à mettre en œuvre et qui explique finalement pourquoi il n'y en a pas tant ou que le mouvement est lent finalement à se mettre en place? Ouais, effectivement, je pense qu'on a eu la chance. Je pense qu'on a eu simplement la chance qu'Alexandre se pose la bonne question ou rencontre la bonne personne. Oui, donc on en revient au patron, ce que disait tout à l'heure Laurence, l'importance que le dirigeant... Voilà, je pense qu'il a compris... Vous avez très bien résumé tout à l'heure que nous, on prenait toujours l'exemple avant la crise qu'on était tous sur un porte-avions, qu'on devait tous le faire avancer, on devait le faire avancer ensemble. Le problème, c'est que Alexandre a très bien résumé en 2008-2009. Il a dit le porte-avions a fortement tangué. Il y en a qui sont tombés à l'eau. Et globalement, si demain on devait avoir une crise similaire, on ne se relèverait peut-être pas et qu'on irait peut-être tous à l'eau. Et donc il a voulu créer ce qu'il appelle lui des speedboats, donc plein de petites régions en France. Donc le but des petites régions, c'est de se voir régulièrement, une fois par mois ou 2 fois par mois, autant de fois qu'il est nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses. Et selon les problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Donc il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de compliqué, tout est simple. Ce qui peut devenir compliqué, c'est quand on rentre dans le détail. Voilà, dans le détail des choses, effectivement, ça pourrait prendre beaucoup de temps d'expliquer pourquoi on a changé notre rémunération, pourquoi, enfin voilà, ça c'est après, je pense que c'est propre à chaque société. Oui, c'est ce que disait Nicolas. Oui, après voilà. c'est très spécifique. Je pense que la base, c'est de trouver le socle qui va faire que on va avoir les fondations. Et après, je pense que selon l'activité de la société, selon si c'est sédentaire, régional ou national, effectivement, c'est à eux de construire autour de ça. Alors, vous qui êtes dans ce bateau aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondriez à des questions aussi, une question qui est revenue beaucoup de fois dans le travail des groupes, c'est comment impliquer le top management à instaurer une politique qui valorise la confiance. Dit autrement, c'est comment rallier la direction générale et lever les résistances. Alors, c'est vrai que vous, c'est devenu de votre patron, mais imaginez qu'aujourd'hui, vous soyez à la place d'un des salariés ou d'un des membres qui sont là et qui ont une entreprise un peu lourde à bouger. Qu'est-ce que vous conseilleriez de faire valoir, de dire, de faire, de mettre en œuvre? J'en sais rien. Moi, je pense qu'on est entouré de richesses humaines et qu'on n'exploite pas, tout simplement. Enfin, je veux pas, comment dire, je voudrais pas. Mais ça c'est un argument qui pèse sur un directeur général un peu borné, je sais pas. Comment? Enfin, oui, il n'y a de richesse que d'hommes, disait le poète, mais en même temps, est-ce que ça, un grand manager peut l'écouter, vous pensez, aujourd'hui? Je pense que c'est une remise en question. À un moment ou un autre, je pense que si une société se porte bien, que les gens sont heureux, qu'on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, je me dis pourquoi changer? Je serais chef d'entreprise, je me dirais pourquoi changer? Maintenant, je pense que les personnes qui ont voulu changer de mode managérial, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a 2 solutions. C'est soit elle est passée par une forte crise, et là, il faut changer le système, ou deuxièmement, il y a un gros mal-être dans la société, dans sa société. Et qu'à un moment ou un autre, la personne qui peut être touchée par rapport à ça en se disant « mince, mes salariés sont malheureux chez moi », voilà, c'est quelqu'un qui se pose peut-être la bonne question. Je pense que si à la base on ne se pose pas la bonne question, il ne se passera rien. Je veux dire, on peut pas. Moi, le conseil que je pourrais donner à je sais pas, un chef d'entreprise, c'est peut-être. On évoquait tout à l'heure le fait de tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je pense qu'il faut peut-être commencer par donner la confiance aux salariés, quels qu'ils soient, et peut-être leur poser.
pas forcément faire des référendums si on ne veut pas libérer la société, mais peut-être leur poser la question et prendre des décisions avec les hommes d'un atelier, d'un bureau, enfin peu importe. Mais c'est peut-être les impliquer dans les idées qu'on pourrait avoir à plusieurs, plutôt qu'un comité de direction qui va peut-être galérer à un moment donné à trouver des solutions. Aidons-nous de la cervelle humaine qu'on a autour de nous, quoi. Merci Jérôme. Laurence Baranski, justement, sur comment appliquer un top management, comment rallier un directeur général levé des résistances. Difficile, il marche celui-là, oui. Difficile, je vois et on voit beaucoup de DRH qui, eux, sont convaincus qu'il n'y a de richesse que d'hommes et qui aimeraient bien avancer vers ce management par la confiance. Difficile quand le comité de direction et surtout le DG n'est pas lui-même convaincu. C'est ce qu'on voit avec Jérôme. Et ça me fait penser à cette phrase et cette idée d'Edgar Morin, le père de la pensée complexe, qui dit que pour réformer un système, il faut des esprits déjà réformés. Il le dit beaucoup pour l'éducation. Pour réformer le système éducatif, il faut des esprits déjà réformés. Je pense que c'est vrai aussi pour l'entreprise. Pour réformer le monde entrepreneurial, le monde de l'entreprise, il va falloir de plus en plus de patrons comme vous, de patrons à l'esprit réformé, déjà réformés, qui ont une autre vision, un autre regard. Parce que derrière toutes ces approches, quand même, de la part du dirigeant, il y a des valeurs, il y a une vision de la vie, il y a une vision du vivre ensemble. Et ça s'apprend. Enfin, c'est pas un déclic, quoi. Vous le portez en vous ou vous ne le portez pas. Difficile de vous convaincre, ou alors dans la durée, au moment où vous serez, ce sera trop tard, à la retraite. Donc, je crois beaucoup plus à cette idée d'esprit réformé. Donc, oui, les patrons à l'esprit réformé, allez-y. Donc, pour rebondir sur cette question qui est un peu serpent de mer sur c'est quoi les trucs, c'est quoi la boîte à outils, donnez-nous une boîte à outils, vous diriez quoi, Laurence Baranski? Qu'est-ce que vous metteriez comme outil dans cette fameuse boîte? Ce qu'on a évoqué, alors certains chefs d'entreprise, certains patrons sont prêts à y aller, il faut y aller à fond. Donc ça, c'est les esprits déjà réformés. Voilà, les esprits déjà réformés. Après, je reviens du coup à mon idée de manager intermédiaire qui dit j'ai envie de créer un espace de confiance. Et s'il a envie, surtout qu'il y aille. Il se sentira peut-être un peu seul dans son entreprise, mais il y en a d'autres ailleurs qui œuvrent vraiment pour avancer. Après, les outils, après, c'est dans les livres en management, c'est dans les séminaires, il va les trouver. De toute façon, s'il a envie de le faire, il les connaît déjà un peu, ces outils-là. Ils ont à voir avec la transparence, la confiance, la bienveillance, l'empathie, tout ce qu'on a pu dire, et après d'autres technique, malgré tout. Alors, question très pratique pour vous, Nicolas Pelletier. Que répondre aux managers qui prônent, et je cite, la confiance n'exclut pas le contrôle? Alors, il y avait une autre question sous-jacente, mais les réponses sont les bienvenues. C'était comment concilier confiance et contrôle. Alors, d'un côté, on avait qu'est-ce qu'on répond à des managers qui disent la confiance n'exclut pas le contrôle, et on voit tout le sous-entendu de la question. Mais une autre question disait comment concilier confiance et contrôle. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est conciliable? Elle est incroyable, cette question. Ça montre la difficulté. Elle est incroyable. Merci de la poser, Sophie, mais elle est incroyable de la trouver chez les gens qui apôtrent, entre guillemets, de la confiance. Enfin, oui, pour moi, la confiance exclut le contrôle. Sinon, il n'y a pas besoin d'avoir confiance. Et donc, nous, on supprime tous les contrôles. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça crée chez tout le monde de ne pas avoir à passer des heures à remplir un tableau Excel pour dire ce qu'ils font. Donc oui, on exclut le contrôle. Après, les contrôles exclusifs, les seuls contrôles qu'on garde, c'est ceux auxquels on est soumis par les contrats qu'on signe avec des clients. Donc il y a des SLA, etc. Mais moi, je suis anti-KPI et on supprime tout ce qu'on peut, sauf quand on a une obligation contractuelle. C'est comme... le contrôle, c'est pour moi comme... c'est se comporter comme on se comporte avec des enfants. Je t'ai demandé de faire tes devoirs et puis je vérifie que tu as fait tes devoirs. Et si on se comporte avec les gens comme on se comporte avec des enfants, ils vont se comporter comme des enfants. Oui, un management infantilisant, salarié, enfant ou infantile. Comment prouver, Manuel Jafflin, que la confiance est un facteur clé de succès
Comment prouver que le climat de confiance est un gage de réussite de l'entreprise? Je sais que je vous ai entendu sur France Culture sur ce sujet, donc je sais que vous pouvez y répondre, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est des vraies questions pointues, mais tu peux répéter la question, Sophie? C'est se laisser le temps d'y réfléchir, mais il a raison, c'est de bonne guerre. Alors, comment prouver que la confiance est un facteur clé de succès? Et comment prouver, j'en rajoute une autre, elles vont ensemble, je les ai un peu regroupées, que le climat de confiance est un gage de réussite de l'entreprise? C'est énorme. C'est énorme que je ne me rappelle pas avoir dit ça sur France Culture, mais à la base, il y avait... Non, mais je vais répondre à la question, mais en même temps... Ouais, non, mais je te fais confiance. Je voulais répondre à Jérôme qui disait qu'il avait peur de venir parler à côté des tronches. Il doit savoir que les philosophes répondent à des questions par d'autres questions, que ça fait pas beaucoup de tronches, ça. Et que Hegel disait que la chouette de Minerve... C'est l'oiseau qui sort du crâne d'Athéna, qui est le symbole de la philosophie. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule. Sous-entendu, le philosophe, il vient toujours trop tard, quand les choses ont eu lieu. Et son seul mérite, finalement, c'est de coucher par écrit ce que d'autres ont fait. C'est-à-dire que ce que Nicolas et Jérôme disent, c'est qu'ils sont en train de faire un nouveau monde, et que de temps en temps... il y a un philosophe pour mettre vaguement ça par écrit et même plus de se rappeler de ce qu'il a dit sur France Culture. Mais le génie, il est vraiment là, il n'est pas du tout chez... Alors, pour répondre à ta question, je ne sais plus ce que j'ai dit sur France Culture, mais je me rappelle d'un exemple. Vous savez, quand il y a ces enquêtes à la radio, plutôt ces dénonciations qui disent qu'en Chine, pour fabriquer des Nike, nique ta mère, disent mes élèves, mais Nike, c'est Nike en grec, Athéna Nike, c'est-à-dire la déesse de la victoire. On fait travailler les enfants. Du coup, on a tous un sentiment de doute quand on va chez Gosport ou Decathlon. J'ai à peu près couvert les deux boutiques pour pas avoir de problème s'ils m'invitent à faire une conf. C'est de dire, merde, je vais pas acheter des Nike parce que sinon, j'encourage le travail exploitant, exploiteur et néfaste. Donc du coup, on voit bien où elle est la confiance. C'est que dès qu'on a un soupçon, pouf, ça fait baisser le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça fait baisser sa marque. Il peut investir autant qu'il veut dans la pub. Le message radio aura fait baisser la confiance et donc occasionnera une perte à l'entreprise. Donc je crois qu'il est là le gain de la confiance. C'est un gain économique, parce que c'est d'abord un gain spirituel, avant même d'être un gain psychologique. C'est un gain spirituel, c'est qu'on se dit on fait une communauté et on n'a pas envie de courir au Luco ou au Parc de Sceaux avec des chaussures qui portent la trace de l'exploitation de l'homme par l'homme et donc de la méfiance. Merci Emmanuel, c'était formidable comme réponse. Jacques, sur comment prouver qu'un climat de confiance est un gage de performance? Est-ce qu'il est bon d'ailleurs d'attaquer le sujet par là? Mais on imagine que oui, puisque c'est ça qu'écoutent les chefs d'entreprise. Je préfère justement aborder sous cet angle-là. Ouais. Parce que... C'est-à-dire c'est l'angle qui est, est-ce que c'est bon de se poser la question sous cette forme? Vous savez, à l'heure actuelle, il y a énormément de travaux sur, j'ai envie de dire... l'impact de la confiance, l'impact du bonheur en entreprise sur la productivité, sur la rentabilité et tout ça. Et du coup, la psychologie positive maintenant devient très tendance dans les entreprises. Je me méfie énormément de cette approche qui considère toujours que la principale finalité de l'entreprise, c'est de faire du profit. Pour moi, la principale finalité de l'entreprise, c'est d'abord d'être une communauté de femmes, une communauté d'hommes qui agissent ensemble en vue d'un service à la société. Le profit étant, l'argent étant une nécessité pour que ça perdure, mais non pas une finalité. Ça me semble très important, d'autant plus que si on raisonne de cette manière, qui consiste à voir d'abord un aspect utilitariste de la confiance, de la coopération et autres au profit du profit, eh bien on va complètement se tromper parce que la confiance, ça prend du temps. Une confiance stratégique n'est pas de la confiance. La confiance, elle est sincère ou elle n'est pas. Donc faire confiance uniquement pour faire du profit, attendez, le salarié va se dire, attends, on est en train de me faire une embrouille de plus là. Et du coup, il va être contre-productif et on va se dire, ah mais finalement la confiance, ça marche pas.
Donc la confiance, elle est sincère ou elle n'est pas. Elle n'est pas au service du profit en soi, mais au service d'une communauté d'êtres vivants ensemble. Mérite les applaudissements. Et alors, je rajouterais un élément du sociologue François Dupuis, qui dit en fait que il parle de réduction de l'incertitude qui crée de la confiance, et il parle de prédictibilité. Hein. Ça revient à un peu ce que vous disiez, Jacques, c'est-à-dire de dire à partir du moment où les acteurs en fait sont prévisibles, on peut avoir confiance. Donc la prédictibilité, le fait effectivement qu'on ne va pas soit nous balader, soit nous faire un enfant dans le dos, soit nous proposer un truc, une jolie valeur avec quelque chose et son contraire. Dès qu'on est sûr que ce qu'on propose va bien avoir lieu, à ce moment-là, c'est prévisible, prédictible, et ça crée de la confiance dans les comportements et ce que propose l'organisation. Pas évidemment dans le flux économique, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on est dans l'imprévisible, mais dans la relation à l'organisation. Oui. Je l'ai dit, mais je voudrais être bien sûr de ne pas être mal compris, parce que parfois, quand je tiens ce genre de propos, je n'ai pas dit que l'argent n'était pas important et que le profit n'est pas important. Mais pour moi, il est un outil et non pas une finalité. Je crois que l'applaudimètre a bien compris. Alors, maintenant, on va aborder la fin, parce que c'est vrai que malheureusement, on devait avoir 2 heures, on ne les a pas, donc je vais un peu réduire, mais il restait quand même encore 2-3 petites choses que je voulais aborder, et plusieurs questions tournaient autour. C'était sur cet aspect formation. Est-ce qu'il faut, former les managers à l'optimisme, à la confiance? Est-ce qu'on forme là-dessus? Et puis, deuxième question de cette question-là, comment former ceux qui sont encore étudiants et seront managers demain? Je vois Laurence qui fait oui, donc elle est pour vous la question. Oui, mais une réponse simple, oui, il faut former les futurs managers, les futurs dirigeants de demain, c'est évident. Et les actuels. Et les actuels, mais comme vous avez dissocié, je prends la deuxième partie. Oui, et il faut absolument que dans les écoles de commerce, les écoles de management, il y ait cet aspect-là à l'optimisme, ce regard-là sur la vie, ce regard-là sur l'entreprise, et qu'ils travaillent pour eux-mêmes l'optimisme. Alors, quand je pose la question, on me dit oui, on commence à le faire. En fait, on le fait très très peu dans les écoles, les grandes écoles. Il commence à y avoir des modules relations humaines, des modules pas assez, et c'est bien dommage. Et il faut aller de plus en plus dans ce sens-là. Les initiatives qui sont tentées sont encore trop timides. Et bien sûr, oui, dans l'entreprise, du dirigeant au collaborateur, oui, des journées comme celle-ci, des soirées comme celle-ci pour tout le monde, partout, tout le temps. Certaines le font quand même, certaines entreprises le font, il faut leur rendre cet hommage et leur rendre cette justice. C'est bien sûr pour l'entreprise des temps importants, mais c'est des temps qui coûtent cher aussi, donc il y a toujours un arbitrage à faire. Même quand on pense que c'est du temps passé aujourd'hui pour de la performance gagnée demain, même si l'urgence financière ne permet pas toujours de passer à ces formations-là le temps qu'on voudrait, mais oui, bien sûr, des nuits de l'optimisme dans toutes les entreprises. Vincent Dormieu, et de la confiance. On n'a pas besoin de former les musiciens à la confiance et à l'optimisme, c'est terrible. Il n'y a qu'en entreprise qu'on a ce besoin-là. C'est inné chez les musiciens. Moi, je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué un jour où j'ai dû remplacer au pied levé, à l'arrache. Et j'avais dit donc à cette personne qui m'avait recruté juste pour faire ce qu'on appelle un raccord concert. C'est-à-dire qu'on arrive, on a la partition devant les yeux, puis il faut y aller. Et je lui avais dit, mais c'est impossible, je ne peux pas, c'est difficile, etc. Et puis il m'avait regardé droit dans les yeux avec un immense sourire et m'avait dit, parfois, on est bon parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et voilà. C'est bien ça. On est bon parce qu'on n'a pas le choix. Merci, c'est une belle phrase. Alors justement, notre philosophe national, une question, parce que peut-être que la France n'a pas le choix, comment rénover le dialogue social en France et redonner confiance aux individus, puisqu'on a dit que vous avez dit, Emmanuel Jaffelin, que l'entreprise était un lieu maintenant politique. Alors, c'est peut-être à elle de rénover le dialogue social en France et de redonner confiance aux individus. Puis, on va dire, comme vient de dire Vincent Dormieu, qu'elle n'a pas le choix. Comment changer l'esprit français? Autre question dans cet esprit-là, les valeurs négatives. Comment maintenir la confiance en entreprise face à l'incertitude et la multiplicité des projets générant souffrance et perte de sens? Il y a vachement de questions, là. Il marche toujours je vous en garde une qui résume tout, c'est comment rénover le dialogue social en France
France et redonner confiance aux individus. Finalement, au niveau macro-français... Je fais le raccord avec la question précédente sur la formation, parce que Exactement, ouais. j'interviens... Bah oui, puis vous êtes prof, vous, de philo. Et en fait, quand j'ai publié mon premier livre... un peu alcoolisé et un peu habité sur la gentillesse. Je pensais que ce serait un bide monumental. Et bon, en fait, le livre a relativement bien marché, même s'il était touffu. Mais très vite, les entreprises m'ont appelé, puis vraiment des grosses boîtes. C'était Pepsi, c'était Mars, c'était L'Oréal. Je ne comprenais pas. Même si je connaissais ces boîtes par d'autres aspects de ma vie, puisque j'avais été diplomate et j'avais été les siphonner pour monter des trucs à l'étranger, puisque j'étais dans la partie culturelle, je les connaissais que sous cet aspect, et je m'étonnais qu'ils s'intéressent à la gentillesse. Et j'ai évidemment revalorisé cette notion en la conceptualisant, c'est-à-dire en faisant une idée qui porte une morale et une Weltanschauung, comme disent les Allemands, c'est-à-dire une vision du monde. Et je dis être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande, et je distingue ça du respect, qui est la simple obéissance aux lois, et de la sollicitude d'Amélie Poulain, qui est intrusive et qui va rentrer dans le désir de quelqu'un pour le satisfaire. Et donc j'étais étonné que les entreprises viennent me chercher. Et en même temps, c'était le signe de ce que je disais tout à l'heure et que je vois à l'œuvre chez nos entrepreneurs à gauche, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Alors dans les grosses boîtes, c'est clair qu'ils sentent que le vent tourne, et qu'il faut lâcher quelque chose dans le sens du vent. Comme le type qui pète, il préfère être dans le sens du vent que dans le sens contraire. Et ces boîtes-là, elles vont pas changer leur structure, leur organigramme. L'ambiance est souvent encore pourrie et c'est pas moi qui vais changer les relations humaines. Mais ce que je dis de la gentillesse, c'est que on largue une partie de soi, j'utilise l'image du siphon, mais quelque part on siphonne notre ego pour laisser entrer autrui. Et ça, c'est le contraire de toute la logique prédatrice qui prévalait dans l'entreprise capitalistique. L'homme est un loup pour l'homme et chacun doit, avec les dents, prendre les marchés et pousser son concurrent et même éliminer son rival. Vous savez, il y a une analyse faite par 2 entreprises américaines et une canadienne, ou l'inverse, qui disait « Do the nice guy finish last ». Est-ce que le gentil garçon finit toujours le dernier ? Et ils ont fait ça sur 10 ans, sur 10 000 personnes, des sociologues. Et ils sont arrivés à la conclusion que oui. Alors pour les filles, qu'elles soient gentilles ou méchantes, ça ne change rien, elles gagnent la même chose. Donc continuez à être gentilles, parce que ça ne vaut pas le coup d'être une salope si c'est pour ne pas gagner plus. Par contre, pour les mecs, ça change tout. C'est-à-dire qu'ils avaient chiffré ça, puisque vous avez posé la question du chiffrage tout à l'heure. Le bad boy, il gagne $7 000 de plus par an. Et j'étais effaré par le chiffre auquel ils étaient arrivés et comment ils y croyaient. Il y a une vraie confiance dans ce chiffre. Et moi, je l'ai démonté dans tous les médias, parce qu'à chaque fois qu'on me convoquait pour parler de la gentillesse, je recasais ça pour parler de l'entreprise et parler aux entrepreneurs et aux salariés. Et dire, c'est très simple. Le type qui va piquer la place d'un autre, lui savonner la planche, intriguer, lui donner des coups de coude, sortir par la sortie de secours et aller dans le bureau du DRH pour lui respirer les dessous de bras, pour rester poli, c'est quelqu'un qui gagne $7 000 de plus par an, mais il doit se coûter cher à lui-même, parce qu'il ne peut pas être un salaud comme ça que sur son lieu de travail. Donc il divorce, ça a un coût, il se prend des PV sur la route parce qu'il se gare mal, il ne respecte rien, et donc ces $7 000, ils partent vite en fumée, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose pour l'entreprise, c'est qu'une entreprise qui accepte de valoriser des gens comme ça, les killers, ceux de l'époque tapis, des 80s, des années 80, elle oublie qu'elle crée sur le lieu de travail de la démotivation, et que ça a un coût. Il va y avoir des arrêts maladie, il va y avoir des gens qui vont moins bosser, moins aimer leur travail. Et ça n'a pas été chiffré par l'analyse sociologique qui avait un présupposé qu'elle voulait valider et qu'elle a attendu pendant 10 ans, c'est que le bad boy, comme dans les westerns, comme Clint Eastwood, il dit... en tenant en joue le mec qui creuse sa tombe, il lui dit il y a 2 types de gens dans le monde, ceux qui tiennent le fusil et ceux qui sont au bout du fusil. Et je crois que l'idée de la gentillesse, c'est autre chose. C'est qu'il y a celui qui se vide de son moi pour faire entrer autrui et tisser des relations. Et ça, c'est un nouveau modèle. Et en plus, c'est des petits gestes. Et le terme gentil, il vient de gentilis en latin, qui dit noble.
Et là, c'est pas un noble de naissance, c'est un noble d'aisance. C'est celui qui donne justement du temps, du regard, de l'écoute, et qui fait de l'entreprise justement un lieu gentil, un lieu anoblissant. Merci Emmanuel, parce que si je le laisse, il vous tient, il va vous tenir toute la nuit. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous la connaissez, la question, puisque vous l'avez... Ah oui, alors, sa cause allemand-anglais, ça cite Amélie Poulain et l'épaisse, le nouveau paradigme. Très bon, super. L'épais, pas l'épaisse. Moi je pensais à l'épaisse, les noms, l'épais. Oui, j'ai l'esprit tourné. Alors j'ai gardé, j'allais dire, donc le meilleur pour la fin, puisque c'est une question qui avait... qu'on a fait les restitutions des groupes que j'ai entendus, qui était la première, mais je l'ai mise à la fin volontairement, parce que peut-être, sans doute, je trouve qu'elle clôt bien le débat. Alors j'en ai deux, j'en ai une autre optionnelle après, mais quand même celle-là, elle est assez énorme, et je me demande qui va bien pouvoir y répondre. Donc je la lance, et puis je vais les regarder. C'est comment parler d'amour en entreprise. Qui se lance? Alors là, vous voyez... Allez Jacques, comment parler d'amour en entreprise? Allez, chacun un mot. Allez, c'est la fin du débat. Vous allez nous dire chacun un mot sur comment parler d'amour en entreprise. C'est le défi, vous n'avez pas 4 heures, vous avez 3 secondes. C'est pas un devoir de philo, c'est un débat. Alors moi je vais parler d'autre chose. Non, mais je vais partir d'autre chose. Non, vous savez, c'est impressionnant, il y a des enquêtes qui ont montré, on a demandé à des enseignants pourquoi vous faites ce métier en début de formation dans ce qui était les UFM, les SP maintenant, et beaucoup disaient comme motivation parce que j'aime les enfants. Et puis on leur a tellement expliqué qu'il ne fallait pas faire ce métier parce qu'on aime les enfants qu'en fin de course, en fin des études, c'était une motivation qui devenait très basse. C'est plutôt inquiétant pour moi. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire aimer? C'est pas aimer des enfants à l'école comme on aime ses propres enfants, mais si on fait pas ce métier en aimant les enfants, je pense qu'on fait beaucoup de bien aux enfants en restant chez soi. Bien, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu la même chose dans l'entreprise. Je pense qu'on ne peut être manager que si on aime les personnes avec qui on est. J'ai pas dit sur comment y arriver, mais je pense qu'on ne peut faire... Je pense qu'on ne peut faire... Moi, j'ai rencontré des patrons, je peux vous dire, on sent qu'ils aiment... Alors, c'est une expression compliquée maintenant à dire, ils aiment l'entreprise, bon, mais c'est des patrons, ils ne sont pas premiers ministres. Les salariés aussi aiment leur entreprise. Et ils aiment les salariés, et ils aiment que les salariés aiment leur travail. Et ça, vraiment, ça fait toute la différence dans une entreprise. Je ne vous ai pas dit comment on y arrive, mais je crois que c'est essentiel dans une entreprise de s'aimer les uns les autres. Laurence Baranski, comment parler d'amour en entreprise? Mon cœur est déjà pris. On en parle déjà quand on parle de bienveillance, quand on parle d'empathie, quand on parle d'attention à l'autre. Quand on parle d'amour de son travail, hein, quand du travail bien voilà, fait. quand on parle d'œuvre, quand on parle de cathédrale, on commence à parler d'amour. Juste une anecdote, vous avez eu la gentillesse de citer mon livre, je n'ai pas parlé du livre, mais pour moi c'est un marqueur. La première édition a été écrite en 2000 et j'avais un tout petit passage sur la spiritualité. Quelqu'un de très connu devait préfacer, et puis vous devez le préfacer. Et puis, je lui ai quand même envoyé le plan. Et j'avais une intuition. Et j'ai eu une réponse. Ah, je suis désolée, Laurence, vous parlez de spiritualité et je ne peux pas préfacer votre livre. À l'époque, en 2000, on ne pouvait pas parler de spiritualité. Il y avait comme ça des mots tabous. On ne pouvait pas parler non plus de conscience. Aujourd'hui, on fait des stages et les dirigeants font des séminaires de pleine conscience. Donc ça veut dire que le monde bouge. Il y avait d'autres phénomènes tabous comme ça. Oui, quelqu'un en 2000 m'avait dit « Laurence, vous voulez décloisonner les mondes, le monde de l'entreprise, le monde de la société. C'est impossible, vous n'y arriverez jamais. » On voit aujourd'hui combien les mondes se décloisonnent. Et ça a encore été redit par Mathieu tout à l'heure quand il a fait son intervention après le chant. Donc parler d'amour, c'est absolument pas une aberration. Alors c'est peut-être nouveau, c'est peut-être timide, mais progressivement on y va. Et si un jour notre société, notre humanité reconsidère ou considère que l'amour est effectivement un des moteurs, peut-être le principal moteur qui l'a fait avancer, ben, l'entreprise se réappropriera aussi cette énergie-là. Merci Laurence. Emmanuel Jafflin, amour, désir aussi, j'imagine. Oui, alors, non, file-moi le tien, parce que celui-là,
C'est marrant comme ils n'ont pas confiance dans les micros ce soir. Non, mais celui-là est défaillant. Je dis que la gentillesse, dans mon éloge de la gentillesse, c'est une érotique. Vous savez, chez les Grecs, il y a 3 mots pour dire l'amour. Les Grecs, c'était compliqué. Tu parlais de l'amour des enfants, mais la philosophie, c'est né dans la pédophilie à l'origine. Hein. Socrate et les garçons, c'est quand même très connu. Et donc, moi, je dis que c'est une érotique, la gentillesse, et je la compare. Elle est à la morale ce que la kinésithérapie est à la médecine. C'est l'art de la surface. Et comme un autre poète que celui présent ce soir, Paul Valéry, a dit le plus profond, c'est la peau. Je crois qu'en faisant des petits gestes, on peut arriver à tisser des liens qui sont assez profonds. Je finis juste par une histoire. Ça se passe en Norvège. Le patron est propriétaire d'une entreprise de frigorifique. C'est le vendredi soir. Alors tout le monde s'est barré depuis 15 heures là-bas parce qu'il fait nuit de bonne heure. Et il est persuadé qu'il y a une porte d'un des frigos, des immenses frigos congélateurs, qui est pas fermée. Donc il va voir, il rentre et la porte se referme derrière lui et il est dedans. Et il se voit à 50 berges mourir congelé. Bon, ce qui en Norvège n'est pas une énorme surprise, mais quand même, ça fait toujours chagrin. Et au bout d'une heure, la porte s'ouvre et c'est le gardien qui vient lui ouvrir avec une couverture, il l'amène dans sa guérite, il a une thermos de café et tout. Et quand le patron reprend un peu l'usage de la parole, il lui dit « Mais comment vous avez pu me trouver là ?» Parce qu'il y a plein d'entrepôts et là, il n'était pas supposé trouver. Il dit « C'est très simple, ça fait 15 ans que je travaille pour vous. Tous les matins, vous me dites bonjour et vous me demandez de mes nouvelles. Et tous les soirs, quand vous partez, vous me dites au revoir et vous me souhaitez une bonne soirée ou un bon week-end. Je vous ai vu arriver ce matin, je ne vous ai pas vu partir ce soir, tout le monde était parti. Je suis parti à votre recherche. » C'est ça aussi la gentillesse. Vincent Dormier, on parle d'amour dans les orchestres de chambre? On parle d'amour dans les orchestres, dans la musique de chambre, oui. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que de tous les concerts qu'on peut faire, les plus aboutis, les plus réussis, souvent, sont ceux avec un chef qui d'emblée arrive et qu'on ne connaît pas. Il y a des chefs invités chaque semaine. Il y en a un qu'on connaît en permanence, qui est là aux trois quarts du temps. Il y a des chefs invités. Et les plus beaux concerts qu'on ait pu faire, alors il y a juste un petit aparté. J'ai été très étonné qu'on ne parle quasiment jamais. Moi, je ne connais pas le monde de l'entreprise commerciale, financière ou autre. Je connais le domaine artistique, sans être dans un pays de bisounours non plus. C'est la notion d'admiration. J'ai été étonné qu'on ne parle absolument pas ce soir de cette notion d'admiration. Mais sans doute qu'elle manque dans l'entreprise. Mais bon, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si l'admiration va avec la confiance, mais je sais que d'emblée, quand un chef arrive avec un immense sourire en disant « Je suis ravi de travailler avec vous cette semaine », il y a 90% des musiciens qui se sentent tout de suite valorisés et qui donneront le maximum pour ce chef, évidemment. Mais il y a aussi il a mis des conditions de confiance. Oui. C'est une condition de confiance, mais il faut aussi que ce chef, même si on ne le connaît pas, qu'il apporte aussi toute sa compétence. Et parce qu'il y a 90, c'est pas des bisounours, hein. On est là comme ça, et au premier faux geste, tout de suite on va se rendre compte s'il est mauvais ou pas. Et donc dans cette notion d'amour aussi, cette notion d'amour va avec un chef qu'on va aimer aussi par tout ce qu'il apporte, évidemment, et de sa bienveillance, de sa confiance et de ses compétences. Et juste aussi dans les tournées, quand on part à l'étranger, on est 24-24 avec les musiciens, et donc on apprend nettement plus à se connaître. Et en général, ce sont de très beaux concerts parce qu'on découvre les gens autrement que de 10h à 18h, ce qui se passe le reste de l'année. Donc je sais aussi qu'apprendre à aimer les gens aide aussi la musique et les concerts. Voilà. Merci Vincent Dormier. Nicolas Pelletier, chez Anatole, on parle d'amour? Et comment? Depuis peu, j'en ai parlé en faisant des présentations de ce qu'on était en train de faire dans l'entreprise. Il y a eu des grands blancs et quand même des grands mouvements de cœur aussi. Mais je vais juste reprendre ce que disait Laurence et que je trouve assez sidérant, c'est ce cloisonnement qu'on fait entre la vie privée et la vie entre guillemets privée et entre guillemets professionnelle. Donc on passe dans la vie active 30% de son temps en dehors du boulot et 70% au boulot. Et dans les 30%
hors du boulot, on fait l'essentiel, c'est l'amour, c'est les copains et c'est rigoler. Et une espèce d'interdit sur les 70% qui restent, c'est-à-dire l'essentiel de notre vie éveillée. Et ben là, il ne devrait pas y avoir d'amour, il ne devrait pas y avoir il ne devrait pas y avoir d'amitié, et je trouve ça d'une tristesse infinie. Et ce cloisonnement est pour moi à l'origine du grand taux de malheur qui existe dans le travail en France, en tout cas dans sa perception. Et je pense qu'il faut absolument changer ça. Et oui, il faut faire revenir l'amour dans l'entreprise, dans l'essentiel, c'est-à-dire dans l'essentiel de la vie, dans les 70% et plus seulement les 30%. Et après, amour, bon, ça prend plein de termes. Dans l'entreprise, ça prend le terme d'esprit d'équipe, de bienveillance, de gentillesse. Voilà, on essaye de laisser, parce que ça ne se décrète pas non plus, mais de laisser tout ça s'épanouir et se mettre en place et le reconnaître. Et ça se fait en parlant moins de KPI et en parlant plus de ce qu'on ressent et ce genre de choses. Merci Nicolas Pelletier. Et puis, enfin, Jérôme Fleury, voilà, comment on se parle d'amour chez Chronoflex ? Je pense que Nicolas a résumé un peu la chose. Je vais être moins long qu'eux. Nous, tout simplement, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de savoir se féliciter déjà, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, on apprend à fêter les victoires. Aujourd'hui, chaque petite équipe apprend à fêter ses victoires, alors, peu importe quelle qu'elle soit. On essaye de se retrouver autour d'un verre, autour d'un repas, autour d'un bowling, de ce qu'on souhaite faire. Et on essaye de se récompenser comme ça. Et parler d'amour sur un réseau national, c'est un peu compliqué tous ensemble. Mais disons qu'on nous apprend à fêter les victoires. Et justement, ça permet de créer l'émulation qu'on doit avoir au sein de l'équipe et créer la confiance supplémentaire, tout simplement journalière, quoi. Merci à vous Jérôme Fleury. Merci. Et puis, quant à moi, je voulais vous dire, moi j'étais étonnée que vous ne citiez pas l'amour du travail. Voilà, pour moi, l'amour en entreprise, c'est aussi l'amour du travail bien fait, aimer son travail et se lever tous les matins. Alors pour conclure, moi je vais faire appel maintenant à notre poète, à Vincent Avanzi. D'abord je vous remercie d'être resté quand on était un peu décalé. Je sais qu'il y en a qui ont dû partir. J'espère aussi que vous vous y êtes retrouvés dans les questions. J'ai essayé d'être le plus fidèle. Elles sont passées à 90%. Je peux vous en l'assurer. Alors Vincent Avanzi, voilà, on l'accueille sous les applaudissements. Il est développeur de richesse humaine, poète d'entreprise, tout ça c'est tout nouveau. Il est fondateur de la Plume du Futur et il va nous offrir une synthèse poétique de l'ensemble de la soirée. Vincent, je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonsoir à tous. Alors, pour conclure cette soirée, je voulais vous proposer un petit voyage poétique pour retranscrire un petit peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a partagé ce soir. Donc le poème s'appelle « Un souffle d'optimisme dans une marche de confiance ». Tous bienveillants, tel un beau soleil levant, quand l'authenticité transcende nos êtres en espérance. Donc rallumons nos cœurs dans la fontaine de jouvence, pour que la conscience des êtres et du vivant soit notre ultime révérence. Une marche de confiance et un concert de silence dans la nuit de l'optimisme. Un acte de résistance et un pacte de non-violence sur les branches de l'arbre des possibles. Des règles du jeu avec le nous pour croire en nous comme accord doux, même dans le doute et jusqu'au bout. Votre génie exaucera vos vœux avec le sourire dans la plénitude d'un tout. L'objectif est le collectif avant la performance de nos actifs. Quelques conspirateurs positifs qui aspirent à l'optimisme, quand nos chants sont susceptibles de nous réunir sur la route de l'infini.
le futur reste à écrire, tel un présent sur la roue de l'harmonie. Soudain, je regarde voguer une feuille de bonheur pour libérer nos peurs et éclairer nos cœurs, pour nous envoler ensemble et tous en cœur vers un monde nouveau, meilleur, ailleurs. Un lâcher-prise, car il paraît que la gratitude, c'est gratuit. Juste dire merci, car il n'y a pas d'amour sans confiance en autrui. Ha ha ha, ha ha. Aucune leçon de vie, c'est juste leçon des vies. Un carnaval de bonheur sur la caravane de la bonne humeur. Car la vraie innovation demeure dans le mystère de l'énergie et des vibrations de nos battements de cœur. Telle une ode à la joie pour voir le sourire dans nos yeux. Réalisons nos missions et nos rêves sérieusement, mais sans jamais se méprendre au sérieux. Un peu de lol, un peu de love, quand on copie-colle le soleil dans nos worlds. Pas d'alibi féminin dans le paradis de demain. Aucun mal n'a dit c'est plus sain dans le paradigme du bien. Les transformations sont le résultat de quêtes de sens, donc plaçons l'humain de chaque côté de la balance. Dans la confiance, la spirale est vertueuse. Et en pleine conscience, nos visages sont merveilleux. La prise de risque est nécessaire dans le prisme de la vie. Donc un peu d'unité, de liberté et de fraternité pour défendre nos idées. La libération, c'est de donner le pouvoir de décision aux experts sur le terrain. Une question d'acceptation, des changements de vision pour modifier d'anciens train-train quotidiens. Pyramidal, horizontal ou vertical, fini le management du temps féodal des cathédrales. D'ailleurs, n'y a-t-il pas une part d'héroïsme dans l'atteinte du ROI? La performance de le bonheur, RH, ça veut dire rendre heureux à partir d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si l'avenir est positif ou si la suite est utopiste. En tout cas, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue dans la nuit de l'optimisme. Il y a la poésie et la plénitude au soleil, la boétie et la servitude volontaire, et l'entreprise libérée qui nous éclaire à ciel ouvert. J'entends parler de management responsable et de leadership éthique, et j'espère que le capitalisme mondial saura suivre cette noble dynamique. Si la vie est certes un jeu d'échecs, parfois couronné de succès, le monde, lui, est un jeu de société où l'on a tous une belle carte à jouer. Mais plus je suis intelligent, et moins je me sens humain. Et plus j'ai des sentiments, et plus j'aime juste faire le bien, et faire le lien pour prendre soin des autres dans la réunion de nos destins, car nos êtres se libèrent comme l'entreprise en pleine crise sur son chemin. J'ai confiance dans nos consciences et dans la communication non violente, loin des masques en apparence qui laissent la place à une ambiance plus apaisante. La bienveillance sous les étoiles qui sublime une tolérante collaboration vers une confiance en soi, en autrui, dans l'allégeance de nos organisations. Seul le management positif peut vraiment faire sensation, telle une source d'inspiration, car négative est la pression quand elle est sujette aux menaces de l'exclusion. Sublimer les richesses humaines, n'est-ce pas là au final notre lettre de mission? Puisque tout est lié, pourquoi aliéner ceux qui pourraient être nos alliés dans une même direction pour permettre un passage à l'action avec un peu plus d'admiration? On se réalise toujours plus quand on travaille avec passion au sein de sa vocation. Donner envie ou donner vie, n'est-ce pas là l'essence managériale et la solution? Car l'entrepreneur ou le salarié optimiste ne renonce jamais à la victoire. Il continue d'y croire avec bonheur pour pouvoir un jour marquer notre histoire. Donc soyons un peu modestes et honnêtes et prophètes de nos promesses. Un savant mélange de business et de sagesse pour écrire nos lettres de noblesse. Aurons-nous l'audace d'apprendre chaque jour encore comme des élèves? Qui suis-je, qui fus-je, qui serais-je dans la centrifuge de nos rêves? Au final,
L'avenir appartiendra, j'espère, à ceux qui se lèvent tôt, les rangs. L'art de vivre ensemble sur cette terre pour ceux qui restent errants. Parce qu'un homme sans aide au bord du précipice est comme un oiseau sans ailes. C'est le souffle du rêve et de l'optimisme qui lui permet de s'élever dans le ciel. En entreprise, comment parler d'amour? À vrai dire, la réponse sera ce qu'on fera sur nos parcours. Et je terminerai par une citation de Jack Layton. « Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine, l'espoir est meilleur que la peur, l'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir et restons optimistes et nous changerons le monde. » Merci, bonne soirée. Merci. Merci Michel Lamonzi. Je vous conseille d'aller voir voilà, l'Odyssée humaine, son site internet et puis La Plume du Futur. Je crois vraiment qu'on peut l'applaudir très fort. Il a fait tout ce travail en direct, en vers et en poésie. C'est vraiment, ça s'appelle une performance. Et je pense que Christine, mais je m'avance un peu, elle mettra le poème de Vincent en ligne sur le site Ce sera communiqué à tout le monde dès demain parce que je crois qu'on aura tous plaisir à le relire. Bravo. Et encore merci Vincent. Merci à tous nos experts et à nos débatteurs ce soir. Je crois que vous pouvez aussi les applaudir. Voilà, désolé pour ceux qu'on a fait veiller tard. Rentrez bien chez vous, prenez bien soin de vous et ayez confiance. Comme le serpent K dans le livre de la jungle. Ayez confiance. Bonne nuit.